Salut l'équipe. Cette semaine, dans la libre antenne, j'ai eu l'outrecuidance de ne pas mettre Luka Doncic dans la course au MVP. Un oubli que le principal intéressé m'a fait payer cash avec un match de bâtard face au Jazz. Susceptible, ce jeune Slovène. Même mon ami Steph Brun y est allé de son tweet pour dire que son poulain devait être coûte que coûte dans cette liste. Alors j'entends, mais pour moi, c'est toujours non. Je vous connais bien, vous, les gens qui sortez du bois quand tous les feux sont au vert pour me sortir des stats et des périodes qui vous arrangent bien. Bande de coquins, va. Bande d'escrocs, même. Car fin 2021, je n'ai vu personne s'arracher le t-shirt ou s'égosiller pour me dire que Luka Doncic devait être dans la course au MVP au moment où il affichait des pourcentages que même Philippe Poutou refuserait en avril prochain et que surtout les Mavs n'étaient même pas à l'équilibre. Alors, vous étiez où à ce moment-là ? Eh oui, comme lors de la dernière tournée de Kinvey, il n'y avait pas grand monde. Sévère, sûrement. Le franchise player des Mavs paye aussi une concurrence énorme cette saison avec des joueurs qui, eux, ont commencé leur saison à temps. N'empêche qu'il faudrait bien être aveugle pour ne pas se rendre compte du niveau stratosphérique du Slovène depuis 2022. Pour moi, la course au MVP est telle qu'un début de saison raté le met forcément hors course. Ce n'est que mon avis. Mais les amis, restons poteaux. Luka Doncic a clairement les moyens un jour d'être MVP de la saison. Et sur ça, il n'y a pas de débat. Salut l'équipe, on est jeudi et le jeudi c'est le first day show. On est tout juste pile poil à un mois des playoffs et on en salive déjà. Et bon courage d'ailleurs pour savoir qui sera le futur champion NBA. Avec moi cette semaine, Thomas Dufan comme d'habitude. Comment ça va ? Je ne demande pas si tu as passé une bonne nuit. C'est une très mauvaise nuit. Eh oui, je me doute. Très mauvaise soirée, une très mauvaise nuit. PSG, Lakers, la totale. J'ai mangé mon caca toute la soirée. C'était fantastique. Oui, c'est une nouvelle expression. Il t'en reste un peu sur le tout coin de la bouche. Tout à fait. Voilà, très bien. Ouais, difficile matinée, mais aujourd'hui, on est là pour parler de NBA, heureusement. Peut-être de meilleure humeur. Kevin, comment vas-tu ? Très très bien. C'est vrai, toi, t'as passé une bonne nuit ? Oui, je passe une très très bonne nuit. Ça fait un petit moment qu'on t'avait pas vu toi aussi. Comment ça va ? Ouais, ça va, Ça va. s'entraîne toujours dur ? Non, ouais, là, toujours. On te voit, tu t'entraînes dur. On a repris, il faut pas... c'est la seule chose à faire. Mais à côté où je travaille, je fais beaucoup de choses. Je me suis un peu rapproché du club de Massy. C'est vrai que t'es devenu président. Ouais. Pas président. Ah, GM ? Pas président quand même. Désolé Valérie, c'est pas moi. Hein, mais un peu dans la position de conseiller et peut-être sur le futur venir JM. Ça te plairait du coup de jouer le cerveau d'une équipe. J'ai toujours dit je kiffe. Et pour moi, c'est là où les vrais cerveaux du basket sont. C'est tout. très bien. Ça tombe bien puisque les cerveaux du basket, on va en parler tout à l'heure dans le débat. On a quelques annonces à vous faire rapides. Dimanche, soyez bien avec nous sur les réseaux First mais surtout sur YouTube parce qu'on a une interview avec Tony Parker qui était à Abu Dhabi, peinard Tony. Il vit pas sa pire vie et on a parlé avec lui de ses meilleurs moments européens de basket et on a aussi parler de Ja Morant. On sait que Greg Popovich a fait une comparaison entre Ja Morant et Tony Parker. Et évidemment, on a sauté sur l'occasion pour lui demander son avis. C'était forcément, comme toujours, très intéressant. Dimanche, rendez-vous sur la 18h. YouTube, 18h. En première, comme la semaine dernière avec Evan. En live. Et donc, Tony nous a raconté plein de choses. Il y a une vingtaine de minutes, toujours très intéressantes. Il y aura des choses à gagner, justement, en parallèle de cette interview. Les jeux NBA 2K pour PS5. Alors, je sais qu'on n'est que 12 à l'avoir en France, la PS5. Mais ceux qui ont la PS5, vous pouvez gagner des jeux NBA 2K 2022 signés par Tipeee. C'est pareil, il y en a 3 à gagner. Merci NBA 2K. Ouais, ça vient en résonance. Tipeee, il a signé sur le plastique ou il a signé sur la pochette. La jaquette. Il a signé sur le plastique. Ah d'accord, je vais Donc il ne faudra pas le mettre à la machine. Non, absolument. Ça vient en résonance avec le terrain, notre émission 2K, vous connaissez tous. Évidemment. Vous pouvez regarder d'ailleurs ce week-end. Ce week-end, ça sort le Samedi, il y a une nouvelle émission. Ensuite, il y a encore une chose à gagner, c'est le maillot d'Evan Fournier. On vous fait un rappel, puisque le gagnant, ça sera lundi qui sera annoncé. RT plus follow pour gagner ce magnifique maillot des Knicks. Les Knicks qui sont allés s'imposer de 30 points à Dallas hier soir. Quelle soirée incroyable on a vécu. Bien sûr, je ne parle que de New York. Programme MCS, comme d'habitude, le basket européen sera encore une fois très présent ce week-end sur les antennes. Absolument. Et ça va commencer samedi soir avec un match d'Andrew. Gran Canaria va affronter Malaga. Et puis dimanche, comme toujours, énorme programme. L'un de Lou, de Rodrigue Bobois et d'Adrien Moerman. Moi, je vais commenter Milan parce que Tommaso aime le championnat italien. On a un Burgos Real Madrid de top niveau et Buduknos Partizan.
Mathias Le Sort a régalé dans le derby de Belgrade la semaine dernière. Sacré Tomar. Hein. Sacré Thomas. Tu l'as vu ce Tomar sur Kalinic? Bien sûr que je l'ai vu. T'as vu que maintenant Kalinic, il lui a remis la mâchoire droite. Non, mais tu vois, même Mathias, tu vois, il me dit, bon, il a dû s'endormir pendant la vidéo, tu vois, mais je dis, mais il a pas trop eu le choix, tu vois, il subit, là. Bah là, il vient. il Il se connaît, il fait la bonne rotation. Bah oui, là, il est subi. Il fait la bonne rotation. Il est un peu Au bon. moment, après, il a un mutant qui lui passe au-dessus. ouais. C'est les risques du métier. En tout cas, très, très beau dingue. Très beau dingue. Et beau match, énorme match, un bel énorme victoire match. du partisan et une belle prestation de Mathias Le Sort, qu'on embrasse. Allez, le sommaire de l'émission, vous allez voir, comme d'habitude, les news, on a pas mal de choses à dire, il y a des retours, il y a des perfs exceptionnels, il y a une recrue un peu spéciale, et puis il y a des rumeurs de transfert. Déjà, ça commence. Ensuite, le débat, on va se poser la question, meneur ou pivot, avec qui faut-il construire? Alors, c'est un débat très très vaste, on va évidemment aller sur plein d'axes différents, revenir sur ce qui a déjà été fait, sur ce qui est en train d'être fait, et quel et notre préférence pour aller plutôt sur un big man ou plutôt sur un petit meneur intelligent. Ça ne veut pas dire que les big men ne sont pas intelligents. Kevin, ne le prends pas mal. C'est pas ce que je voulais dire. Non, il n'y a pas. C'est pas ce que je voulais dire. Tu l'as très bien À compris. force, depuis que je galère au quiz, je sais plus. Je sais plus. Mais non, allez, aie confiance, t'inquiète pas. Ensuite, on ira sur un focus, on ira sur Russell Westbrook qui fait parler de lui en ce moment. Et c'est même pas pour le terrain, c'est plus parce qu'il se passe autour de lui. Les fans sont en train de lui tomber dessus assez violemment. Il a fait une conférence de presse où il en a parlé. C'est assez curieux de voir quand même un joueur de ce statut-là subir comme ça les foudres des fans. Et on reviendra avec notamment toi, Kevin, ton vécu sur le rapport qu'on peut avoir des fois quand on est joueur NBA avec les fans. C'est pas toujours rigolo. Et on finira évidemment avec la partie préférée de Kevin Séraphin. Le quiz. Mais tu sais que Tom, il adapte toujours un petit peu plus. Mais arrêtez de dire ça à chaque fois, le pauvre. C'est pas obligé. c'est terrible. Pourquoi il n'a pas adapté pour toi? On va te botter le cul. Voilà. Merci. C'est ça que Merci. j'entends. Oui, c'est un ancien joueur NBA, il aime la compétition, on est là à faire des simagrées, mon frère. Tout ton t-shirt, c'est pas désormais 99 problèmes que tu as, c'est 100 problèmes que tu as avec le quiz qui va arriver. Allez, tout de suite, on va sur les news. Allez, je sais que les gens ont peur de le dire, mais moi je me mouille. Kyrie Irving est un super joueur de basket. Cette semaine, on l'a encore vu avec une énorme perf face aux Hornets de Charlotte. 50 points pour l'arrière des Nets avec un pourcentage extraordinaire. Seulement 3 tirs ratés à 3 points en 37 minutes. Une victoire importantissime sur le parquet des Hornets parce qu'on va le voir un petit peu plus tard, les Nets sont dans une poursuite peut-être à la 6e place pour accéder directement en play-off. Il n'empêche, Thomas, Kyrie Irving a été exceptionnel. Ne nous dis rien, puisque hier soir, on en a parlé dans Clutch. Et plutôt que de te faire Répéter. ta salive, on va juste remettre l'extrait. C'est un incroyable basketteur, tu as raison, l'un des plus grands talents que la NBA a connu, tout simplement. Certains se posent souvent la question de est-ce qu'il n'est pas le guard le plus skilled de tous les temps au vu de ce qu'il est capable de faire, les crosses, les shoots externes. C'est vrai que la stat est ouf, 15 sur 19, c'est des stats de mecs de pivot, sur des alley-oops, sur des dunks, ce genre de choses. Si Dwight Howard, en 2009, fait 50 avec 15 sur 19 au tir, sache chaque personne, quand c'est un extérieur qui est surtout dans l'adresse, eh bien là, tu peux te rendre compte de son efficacité et puis de l'ampleur de la performance. Il a seulement raté 4-3 points dans le match. Voilà. Donc, Kevin, tu avais l'air d'accord. Tu hochais de la tête pendant qu'on écoutait Thomas dans Clutch, cher Clutch, qu'on retrouve tous les mercredis de 18h à 19h sur Winamax TV. Je suis très d'accord. Et c'est peut-être, j'y ai jamais pensé, mais c'est peut-être l'un des Que ce gardes. soit le guard le plus skilled de tous les... C'est peut-être l'un des gardes les plus skills. Genre, je pense qu'il est joué à ce jeu. Honnêtement, qui est joué en NBA en tout cas. Tu vois, parce qu'après, il y a les gars de N1 Mixtape, après, il y a beaucoup de marchés. Effectivement, reprise de dribble. Voilà, Si on commence à compter dans le mixtape comme basket, on est dans la mouise. Ça reste assez propre quand même, tu vois. Je veux dire, être capable de le faire en 55. Mais je suis d'accord avec ce point parce que moi, je le trouve impressionnant. Et je l'ai vu faire des actions, tu vois. C'est une des personnes où, quand tu es sur le banc, tu te dis parfois, c'est peut-être mieux que je sois sur le banc. Parce que quand je vois dribbler entre 4 gars à passer, tu vois, c'est du grand n'importe quoi, faut le dire, tu vois. Et c'est pas dommage, mais après, il est comme il est, tu vois. Mais c'est un peu dommage que, tu vois, il joue quand il a envie de jouer, ou tu vois, alors, mais le mec, il est au-dessus. Et je pense qu'il y a personne qui connaît le basket qui va te dire, et qui a déjà dit que Kyrie Irving, c'est pas un beau joueur, et en termes de trucs, c'est pas... C'est pas ce qu'on lui reproche. Tu on lui vois. reproche d'autres choses, mais pas le fait d'être un beau et bon basketteur. Est-ce que tu as un souvenir, toi, d'un joueur jeu contre lui, et il fait quelque chose, tu fais waouh? C'est ça, moi, c'est contre Cleveland, en fait. C'était n'importe quoi, en fait. Il part en dribble,
part, il fait un reverse, il passe entre les gars, il y a un autre qui arrive, il passe entre les jambes, il raccourcit son dribble d'un coup, bam, il passe, tu vois. Il finit avec un grand geste sur la planche. Sur les changements de direction, c'est incroyable, c'est tu vois. incroyable. C'est incroyable. Et son contrôle, sa maîtrise du ballon, genre le balance, c'est vraiment, il fait un avec le ballon, tu vois. Il regarde pas, il regarde jamais le ballon, genre, il le calcule vraiment pas. Et il fait sa route et c'est plus facile quand t'es comme ça, c'est une maîtrise. Il a une maîtrise absolue. Pour moi, je vois pas qui, tu vois. Steph, il a un très très bon dribble, mais Kyrie, son jeu, il est adapté à tout. Que ce soit la street, il est adapté à tout, en fait. C'est juste incroyable. Indéfendable. Tom, on va revenir sur la performance en soi. 50 points, on a déjà vu des joueurs mettre 50 points, on a déjà vu Kyrie mettre 50. C'est pas sa meilleure perf en carrière, c'est 57, on le rappelle, avec les Cavs face aux Spurs dans un match incroyable. Mais mettre 50 avec ce true percent, c'est comme ça qu'on appelle ça. True shooting percentage à plus de 100%, à plus de 100 tu m'as compris, 100 points. à plus de 100 points, et puis surtout le nombre de tirs ratés. Il y a un pourcentage incroyable. Ouais, absolument. Donc 15 sur 19 au tir, 9 sur 13 à 3 points. Donc vous avez bien compris, je le disais, tirs, ouais. il a raté 4 tirs à 3 points dans ce match-là. Je vous donne juste une stat. Le joueur aujourd'hui qui a le meilleur true shooting percentage de la ligue en moyenne, c'est Rudy Gobert. Il est à 72%. Donc ça vous place tout de suite la folie de cette performance. C'est un peu similaire. Non, ça- bon, bah, regarde, quand tu vois les premiers, c'est Gobert, Allen, Montrezl Harrell, DeAndre Ayton, Nikola Jokic. Ouais, des joueurs intérieurs. Voilà, Ouais, des joueurs ouais, intérieurs ouais. proches du cercle. Cette stat, elle est folle. Alors, c'est pas la plus grande performance. Je suis en train de travailler sur une vidéo en fond vert que je pourrais vous proposer bientôt sur les plus grandes performances C'est bon. dans l'efficacité. Il est bon. Je vous dis juste Ça que, passe, hein. je vous Ouais, dis il est juste bon, que il est bon, celle-là, il est c'est bon, peut-être il est la bon. première ou la deuxième, ce qui met 50. Mais la seule perf que je mettrais au-dessus, c'est Allen Crabbe, quand il a mis 40. Il est à 108 points sur ce true shooting percentage. Donc, en tout cas, ça donne une Allen performance. Crabbe. Tu vois quand il a mis 40 Ouais. Alors, back in the days. Portland et les Et les Nets. Nets. Fini en Les Nets. Nets. Et puis, Il un est bon où, contrat, d'ailleurs il a jamais. Il est où il a pris un beau petit contrat. Hein. Ouais, mais il a jamais assumé. Il a le peut-être pauvre. disparu aujourd'hui, mais non, mais ça va. Super qui suis-je dans 5-6 ans, lui. C'est vrai, ouais. Donc voilà, ça montre juste la performance. N'hésitez pas à regarder ce match, vous allez voir qu'en fait, il y a beaucoup de tirs ouverts, beaucoup de trucs et tout en rythme. Mais en fait, les gars sont juste trop forts. Il est indéfendable contre les Nets. Et c'est ce dont ont besoin aussi les Nets pour essayer d'aller chercher, pour éviter le play-in. Justement, au-delà des stats, on va voir donc le bilan sur les, on le voit sur les 21 derniers matchs. C'est quand même 4 victoires pour 17 défaites. 7 victoires et 7 pertes de carry, elle est très rassurante pour les Nets parce que les Nets, il reste 16 matchs ou du 15 matchs du coup. de saison régulière. Il est temps que tout le monde joue à son top et que surtout ils essayent peut-être d'accrocher la 6e place. C'est pas cadeau. Hein. Bah, c'est rassurant, oui et non, parce qu'en fait, moi, si j'étais à les Nets, je serais un peu vénère, en fait, parce que le mec, du coup, il est capable de donner ça, en fait, il est Chiant, tu peux le dire, il est chiant. il est pro, il est professionnel de ouf. Je me dis, mais il est chez lui, il est en train de bosser. Tu vois, je me dis, tu peux pas juste être chez toi en train de glander et venir en coller 50. Tu vois, c'est pas. C'est le talent. Tu vois, c'est pas. Je me dis, parce que c'est dur quand même de pas jouer les matchs et de se garder en forme, de tout ce qu'il doit faire. Je me dis, mais le mec, c'est impressionnant, tu vois. Et si j'étais les Nets. Mais ça frustre. En Ça tout cas, frustre, en fait, parce Ce qui est que. sûr, c'est qu'on imagine les Nets au complet cette saison. On se dit que forcément l'histoire aurait été différente maintenant entre les blessures et les choix de se faire vacciner ou pas, et ça lui appartient. C'est vrai qu'en tout cas, les Nets n'ont pas été au complet. Ben Simmons, lui, n'a toujours pas joué son premier match avec les Nets. Dragic, lui, a joué son premier match avec les Nets. Je suis pas sûr que ce soit la meilleure des nouvelles pour les Nets au final, quand on voit l'état dans lequel est Dragic. Maintenant, moi, je me dis, j'ai envie d'avoir votre avis, que on sait comment Steve Nash fonctionne. Il a envie, de toute façon, de fonctionner sur le talent. Je donne la balle à Durant, je donne la balle à Kyrie Irving, et on va vivre sur notre talent. On attend l'arrivée de Ben Simmons pour voir comment il va l'utiliser. Mais je me dis, Kyrie qui met 50, ça va leur laisser peut-être un peu de temps de bosser aussi des trucs en pouvant gagner des matchs. Ouais, t'as raison. De toute façon, le style est clair. Maintenant, il va falloir se trouver en défense. Hein. Pour moi, la seule manière pour que cette équipe soit championne, c'est qu'en play-off, il se passe un truc en défense. Ouais. Que ça défende dur. Et évidemment qu'il n'y ait pas de blessés. L'année dernière, Kyrie n'a pas joué en play-off, il était blessé. Donc, si sont à 100%, si Ben Simmons revient, même pas forcément au niveau qu'on le connaît, mais en tout cas avec des valeurs de défense, de la transi, ils auront une chance s'ils défendent. Bah, de toute façon, je pense que c'est dans son ADN, comme on dit. C'est Ben Simmons, Oui, bien il sûr, aime mais automatiquement. C'est donc dans son ADN et dans son intérêt. Hein. voilà, Ouais, si tu non, le t'as rajoutes, raison, si tu le t'as rajoutes raison. automatiquement, je pense maintenant c'est. Moi, c'est plus savoir est-ce que mentalement. Il en est où mentalement, en fait? C'est une très surtout bonne c'est question. ma vraie question, tu vois, pour lui. Parce que ce joueur-là, en plus, avec ces deux-là, qui lui n'est pas basé sur l'attaque
en soi-même, tu vois. Il va faire jouer les autres, il va faire... Je trouve que c'est un très... Tout s'allie bien, hein. Tu vois, les deux ensemble avec lui. Et je me dis, je me demande où il en est où, tu vois, Ben. Est-ce qu'il est mieux? Parce que je sais qu'il était au match, il n'est pas forcément sorti, c'est assez compliqué. Mais je pense que oui, s'il revient et qu'il est à sa forme, peut-être pas cette année, le temps de quand même prendre, parce que c'est pas non plus, tu vois, le temps que la mayonnaise prenne et tout. Mais je me dis que l'année prochaine, s'ils sont au complet avec le mandat qui va être retiré, tous les trucs, Cette année, tu les vois être capables d'être champions au complet dès cette année? Ça te paraît trop short. pas avec Miami et les trucs, ils sont pas en complet en fait. Il y a plein de choses, il y a plein de changements. Il y a des joueurs qui sont arrivés, il y en a qui sont partis. Il y a plein de choses qui se passent cette saison. Tu vois, Kyrie, l'histoire, c'est quand même les autres joueurs, ils l'entendent quand même. Tu le vois, tu sais ce qui se passe, tu vois. C'est sûr que c'est pas l'année la plus calme pour les Nets pour préparer. Donc il y a plein d'éléments parasites, si tu veux. Il y a plein d'éléments parasites, tu vois, au fur et à mesure. C'est pour ça que je me dis. Tu vois, il est encore. J'ouvre Instagram et je vois que Kevin Durant est encore en train de parler sur un truc de James Harden. Tu vois, je me dis que au final, il y a plein de choses qui font que ce que les mecs cette année, ils vont comparer aux Bucks, tu vois, comparer à Miami, tout ce qu'ils ont à faire, c'est être focus. Il n'y a pas de 40 000 choses qui se passent autour. Donc je me dis, au moins cette année, le temps que la tempête se calme, mais après l'année prochaine, je pense qu'ils vont être très très forts. Et je pense que c'est dans ce trade. Je pense encore une fois que Brooklyn ils ont gagné. Ce soir, en tout cas, les Nets se déplacent à Philadelphie. Ouais. Et Ben Simmons a dit qu'il serait dans le groupe et qu'il veut se servir des potentiels sifflets. On sait qu'il va se faire huer de ouf pour aller chercher de l'énergie et de la motivation pour cette fin de saison. Il n'aura pas de vidéo hommage, hein, ça c'est. On va pas lui retirer son maillot. On va pas lui retirer son maillot. Tu parlais de Miami, justement, les concurrents directs, honnêtes. Hein, en tout cas, ils en font partie. Ils sont actuellement premiers de la conférence Est. Ils se sont fait cueillir hier soir, notamment face à Phoenix. Phoenix continue à surprendre. Mais la bonne nouvelle côté Heat, c'est que, alors, bel effectif, le retour de Victor Oladipo depuis 2 matchs. Et ça, c'est une bonne nouvelle en vue des futures joutes de playoffs, d'avoir un joueur comme Victor Oladipo qui revient dans cet effectif, Tom. Bah, c'est clair. En plus, Butler a tendance à manquer des matchs. Kyle Lowry aussi. Mais Victor Oladipo, on connaît évidemment son super talent. Il a été incroyable avec les Pacers All-Star en puissance. Bon, il n'est pas épargné par les blessures. Maintenant, il faut voir dans quelle forme il va revenir et si Spoelstra va compter sur lui pendant les joutes de playoff. En attendant, tu as raison, ça offre de la profondeur, ça offre un autre mec d'expérience, ça offre un bon défenseur, un mec qui peut décanter des situations en attaque. C'est un gars qui peut te faire gagner une série sur un match 5 ou un match 6, par exemple. Donc voilà, c'est une addition en plus pour Victor Oladipo et puis c'est important pour lui de se relancer. Hein. Enfin, il n'est pas vieux, il n'est pas cramé. Et puis faut se relancer, le gars. Bien sûr, et puis pour l'équipe. Je pense que pour l'équipe, tu as un Tyler Hero qui sort du banc, qui te donne ça. T'as tout le monde, ça tourne bien, vous êtes premier. Et en plus de ça, vous êtes capable de rajouter une option qui va. Bah attends, c'est beau, tu vois. Et je me dis, honnêtement, moi je pense qu'ils vont aller loin. Je crois vraiment en cette équipe, tu vois. Je pense vraiment qu'ils vont aller loin cette année. C'est vrai que c'est une équipe qui est un peu sous les radars. Ce qui est bizarre, parce que Miami, c'est plutôt le strass et les paillettes, mais en tout cas, quand on traite dans le traitement médiatique du 8 de Miami, c'est pas l'équipe dont on parle le plus, mais en tout cas, eux, ça, peu importe, ils taffent, ils sont premiers de la conférence Est, ils défendent, ils ont une vraie profondeur d'effectif, et je pense que dans un coin de la tête, ils ont en tête, eux, ils savent où ils veulent aller, et aller, c'est finale, et au moins jouer et voir jouer le titre. Ouais, clairement. Faire une finale. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. On rappelle qu'il y a 2 ans, dans la bulle, ils avaient atteint les finales NBA. On va parler d'un mec que tu connais, que tu as côtoyé évidemment, c'est Bradley Beal. Bradley Beal qui connaît une saison, je ne sais même pas comment définir la saison de Bradley Beal aux Wizards. On va voir ses stats, mais honnêtement, il n'y a rien à en tirer. Bradley Beal, les rumeurs, selon Andrew Bogut, qui a des infos un petit peu, ça lui serait revenu aux oreilles que Bradley Beal bosse un peu en soum-sou pour essayer d'arriver chez les Sixers la saison prochaine. Qu'est-ce que tu en penses, Tom, de ça ? Moi, je pense que, alors déjà, on va prendre cette déclaration d'Andrew Bogut. Bradley Beal va essayer de rejoindre Joel Embiid et James Harden à Philadelphie pendant l'intersaison. Philly essaie absolument de se séparer de Tobias Harris. Ne soyez pas surpris si un Big Three se forme là-bas. Alors, au-delà de la surprise sur le principe, moi, j'y crois à fond, en fait. J'y crois à fond pour 2 choses. Parce que Bradley Beal a peut-être fait le tour à Washington, tu vas nous le dire. Il y a évidemment l'énorme contrat que peut lui offrir les Wizards qui peut entrer en Ligue de compte. Mais surtout, je crois qu'à Philadelphie, il y a tout pour construire, il y a la terre pour construire un Big Three. Et quand Daryl Morey arrive, lui, son but, c'est de faire des choses immenses. Chose immense, c'est entourer James Harden. 2 mois James Harden, c'est déjà fait. Et pourquoi pas un deuxième mec. Ils sont capables de tout à Philadelphie. Et je trouve que c'est plausible. On a vu son contrat, il a une player option.
devrait sûrement sortir, parce qu'après, il peut signer des contrats de plus de 200 millions. Donc voilà, que ce soit par un sign and trade ou pourquoi pas Tobias Harris qui part, tu laisses du cap et tu ramènes Bradley Beal à Free Agency. Il y a plein de choses qui sont imaginables. Donc c'est crédible. Mais j'y crois pas du tout, moi. Ah bon? Désolé. J'y crois pas. Non, mais en fait, j'y crois pas au Big Three avec 3 gars qui sont 3 meilleurs scoreurs de la ligue, en fait. J'y crois pas. C'est juste que faut qu'il y ait un peu de complémentarité, que tout le On a monde... vu qu'Arden, avec les Nets, était capable, lui, de moins scorer et d'être un petit Sauf peu que- plus. Ça veut pas sauf- dire que ça a marché. Sauf que Harden a quand même demandé à se barrer. C'est vrai. Non, mais Ça a marché combien de temps, en fait? Tu vois, je veux dire, c'est pas sa vraie nature, en fait. Moi, je pense qu'il faut prendre des joueurs pour leur vraie nature. Parce que si à partir du moment qu'il y a un qui fait un effort, de pas être lui-même. ça va pas marcher. Ça dépend. Voilà. Bosch a fait. Oui, Chris Bosh. Bonne exemple, j'ai fait. Parce que Chris Bosh, parce que. Villeneuve a fait. De un, Non, Chris hein. Bosh, il joue avec LeBron et Wade. LeBron qui n'est pas un croqueur jusqu'au bout de ses os. Tu vois, dire, LeBron, il joue. Moi, je me rappelle des matchs où LeBron, il joue et il se rend compte que Chris Bosh, il a que 12. Et à partir de maintenant, tous les systèmes sont pour Bosh, pour qu'il remonte son truc et que le Big Tree, il a fonctionné. Mais au final, est-ce que Harden est capable de faire ça? Moi, de ce que je vois, ça a l'air d'être un joueur vachement égoïste. Ça a l'air d'être quelqu'un vachement centré sur lui-même. Est-ce qu'il est assez ouvert? Déjà que Joel a la balle beaucoup et il joue beaucoup. Il faut comprendre que c'est un pivot dominant, c'est un pivot qui a besoin de la balle. Les pivots, mine de rien, ils sont toujours... Bon, après, avec la nouvelle ère, et les pivots, ils sont toujours... comment dire? Ils dépendent toujours des extérieurs, mais vu que maintenant, bon... Ils ont la balle très tôt. La balle tôt, donc mais ils dépendent quand même des extérieurs. Et tu dis qu'en rajoutant Bradley, je sais pas comment... J'arrive pas à voir comment les trois vont réussir à fonctionner ensemble. Après, ils arrivent aussi dans des périodes de leur carrière où ils se disent le titre avant tout. L'oseille, ils l'ont gagné. Les stats, ils les ont eu. All-Star, ils l'ont été. C'est aussi de cette manière de se dire je veux être champion. Et peut-être que pour être champion, je peux pas l'être en étant première option. Je peux pas l'être en étant une deuxième. Et peut-être c'est en joignant un Big Free et en faisant des sacrifices que je peux être champion. Est-ce que toi qui l'as connu, Bradley Beal, est-ce que tu penses qu'il peut penser comme ça? Moi, je pense qu'il peut s'adapter à tout. Je pense que c'est quelqu'un de très, très intelligent. De ce que moi, je me rappelle et ce que j'ai vu, dès sa première année, il est impressionnant. C'est une machine. Ça veut dire qu'il ne va rien travailler qu'il ne va pas faire en match. Tout ce qu'il fait, tu vois beaucoup de joueurs faire beaucoup de choses. André Drummond, par Voilà, tu vois, lui, il est vraiment... Hein? André Drummond. Voilà, tu vois. Mais lui, il est vraiment... C'est une machine, tu vois. Et je sais que ses parents, il a une éducation militaire. Il a 4 frères. Ils sont 4 au total. Je crois qu'il est au milieu, pile poil au milieu. Tu vois. Il y a 2 jumeaux après lui, les 2 grands, Brandon et Bill. Et du coup, je me dis que il a vraiment une éducation où il est capable de tout faire. Tu vois. Mais James Harden, moi je me pose toujours la question. Si lui il arrive et que c'est lui la star au final, parce que pour quelle que soit la raison, il est mieux en forme, il est mieux dans sa... Il arrive, c'est la star. Est-ce que James va l'accepter? Combien de temps ça va durer avant qu'il demande de partir? C'est ça que je veux. C'est pour ça que je me dis, les Big Three, j'ai aucun problème contre ça. Je trouve que le Big Three de Miami, leur Big Three avec Bam, Jimmy et tu vois, Laurie, je trouve que c'est très bien. Mais c'est pas, on parle pas de joueurs de même niveau, tu vois. Moi, Je suis d'accord avec toi, mais je trouve que. c'est archi complémentaire. Je trouve qu'ils sont complémentaires. Ils sont très complémentaires. J'ai aucun problème avec les Big Three, tu vois. Mais il faut que je trouve que ces trois-là ensemble. Ça soit complémentaire. Faut pas que ça soit une addition. C'est ça, c'est une mentalité. J'ai trouvé que c'est une mentalité beaucoup américaine. Moi, je comprends les interrogations que tu as autour de James Harden. Maintenant, je me dis qu'il a grillé tous ses crédits de diva. Et que quelque part, peu importe qui tu ramènes à Philly, je pense qu'il l'a montré un peu au début des Nets. Après, ça s'est fini comme on le sait, mais je crois que j'ai pas envie de... Alors, pourtant, il y a tout pour. J'ai pas envie de tirer une croix sur lui. J'espère qu'en tout cas, qu'avec son départ rocambolesque des Nets et son aventure dramatique au final dans l'ensemble avec Brooklyn, va lui servir pour la suite. Aujourd'hui, le big boss à Philly, c'est Embiid, et que ce soit Bill ou Harden qui arrive, le fait qu'il y a un big boss numéro 1 et qu'il n'y a même pas de débat là-dessus, je crois que ça peut peut-être aussi aider à mettre un peu à mettre un peu plus d'ordre. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous rêvez d'un big three aux Sixers entre Harden, Embiid et Bill, si vous y croyez en tout cas. Toi, tu crois? Non, je dis que c'est envisageable. C'est envisageable. Moi, en tout cas, aux Sixers ou ailleurs, moi, j'ai surtout envie de voir Bill partir. Les Wizards, cette année, je sais pas pourquoi, c'était encore bien parti, et c'est encore explosé. Le vestiaire des Wizards, ça a l'air d'être une brave galère, et pourtant, il n'y a plus les mêmes joueurs.
Non, mais oui. Mauvaise Je organisation. sais pas vraiment, je sais pas, tu vois, vraiment. Oui, T'es après, surpris de voir encore les Wizards alors qu'ils étaient plutôt bien partis cette année, où d'une nouvelle fois ça explose, on transfère Dinwiddie en milieu de saison. mais après, oui, après, je pense que c'est l'histoire de chaque franchise a ça, tu vois. Les franchises qui partent bien et qui. Maintenant, les Wizards, je peux pas vraiment dire parce que je suis plus dans l'organisation. Quand moi j'y étais à la fin, c'est vrai qu'on est arrivé, c'était catastrophique. On arrivait d'une saison, on n'arrivait pas à gagner un match à l'extérieur. On arrive en playoff et on tape Chicago 4-0, tu vois. Donc du coup, c'est l'organisation au fur et à mesure, c'est amélioré, tu vois. Donc là, forcément, je sais pas vraiment comment ils gèrent. Je sais beaucoup de gens que je connais qui sont là-bas, le JM, tout. Mais j'ai aucune idée. Mais c'est vrai que oui, la saison continue. Il y a beaucoup d'équipes qui vont commencer très très bien et pas du tout Mais bien moi, finir. moi, et- ça, je l'entends, les équipes qui commencent bien et qui ont du mal à finir. Là, ils finissent pas bien. Ça a explosé complet. Quoi. Ouais. À un moment donné, il y a eu, terminé. Ouais. Coupure d'électricité, Bah, merci, rentrez chez vous. Il y a aussi eu un trade. Il y a eu une baston dans le vestiaire. Il y a une baston. Il y a beaucoup de choses qui font que ça a affecté le groupe. Donc après, le groupe a implosé. On peut dire que c'est encore une fois une nouvelle saison ratée du côté de Washington. Est-ce que tu rêves de retourner en NBA? Est-ce que j'y rêve? Est-ce que tu rêves de retourner en NBA? Oui, je serais pas contre. Moi non plus. Tu devrais tenter Je sais pas si j'y rêve. Je sais pas si j'y rêve, mais c'est clairement je serais pas contre. Moi non plus, je serais pas contre. Alors, pas y retourner, mais y aller. Mais parce Non. que tu devrais peut-être essayer de tenter ta chance, puisque les Warriors, eux, en tout cas, ont donné sa chance à Jackie Moon. Tu vois qui c'est Jackie Moon? Oui, je vois ce que Et c'est. Je il est là, sais regardez, il est là. j'ai vu. Avec son magnifique J'ai maillot. vu. Flint Tropic, Mais moi- et donc il a fait, les Ricains c'est les meilleurs Mais, là-dessus. voilà. Il t'es a quel- fait l'échauffement, des mecs sont pros. Il y a un match il y a un match, un vrai officiel. match adulte, il y a des gens qui ont payé, et t'as lui qui est là, qui s'échauffe avec eux, c'est extraordinaire. Jackie Et- Moon. Et à chaque intervention, il est bon. À Ben chaque oui. intervention, il est bon, frère. On se- Incroyable, hein. On se souvient que à Halloween, Klay Thompson s'était déguisé en lui, donc imagine que la connexion s'était faite là. Ouais. Ce qui est fantastique, c'est que il déboule. Bon, Will Ferrell, on l'aime tous, il régale. Il déboule, il tire du milieu de terrain, il marque. Il tire son lancer franc comme ça, il marque. Tu sais, mec, c'est un truc de ouf. C'était écrit en fait. Excellent. Tu vois, excellent. mec, la vidéo, elle est incroyable, mais c'est vrai que ça a fait un buzz au matin. Parfois, je vois la tête de Klay Thompson, je le vois limite gêné, tu sais, c'est tellement improbable. Qu'est-ce que tu fous là, gros? Mais moi j'aime trop ça parce que faut pas oublier que le basket c'est fun, tu vois. Et ils ont raison. Au final, il y a tout le monde dans tous les gens qui viennent à ce match. Il y en a beaucoup. Les Américains ils finissent bourrés. Hein. Ils sont pas dans le match, ils calculent pas, ils parlent entre eux, l'ambiance, tu vois. Et j'aime bien parce que il faut montrer. Je pense qu'il faut donner une leçon au monde. Il faut que les gens commencent à comprendre. Calmez-vous, relâchez-vous. Ça reste un sport. Rendez le fun. quoi. Rendez le fun. C'est un sport, c'est un business. Rendez le fun. Tu vois, genre monétiser et trouver une façon fun de faire les gens apprécier. C'est pas le même cadre et la même chose. Tu vois, je trouve ça cool. Moi, je trouve ça vraiment. c'est cool, hein. J'ai trouvé ça Puis trop cool. ils ont gagné le match, donc ça aide. Hein. Mm. Tu prends mon 40, on peut en discuter, non, mais le truc, bon. c'est que même s'ils avaient perdu, Ça regarde mais Thompson. c'est pas grave, ça aurait rien changé, tu vois. Ouais. Et quand je repense à certains coachs français qui refusaient d'avoir des micros des temps morts, tu vois, on est quand même à des Ouais. années-lumière parfois Ouais. de comment vendre notre sport De fou. en France. Voilà. Nous, on a kiffé en tout cas Jackie Moon avec les Warriors. Je suis pas sûr que ce soit lui dont ils aient besoin surtout. C'est plutôt surtout du retour de Draymond Green qui devrait bientôt arriver. Il est temps, ouais. Parce qu'il est grand temps. On a fait le tour des news. On va aller maintenant sur le grand débat philosophique. Un petit peu de philo dans le first des choses, ça va pas faire de mal. Le débat. Pour être champion un jour, il faut toujours construire autour d'un joueur, d'un profil, d'un potentiel qui est censé t'amener au plus haut. Ça nous a donc donné l'idée de ce débat, je le disais, un petit peu philosophique, hein, oui, j'emploie ce mot-là. Tu préfères construire avec un pivot ou avec un meneur? Alors quand on dit pivot, évidemment, on ne parle pas de Martin Gortat, hein, pour faire référence à ton ancien Quelle coéquipier, attaque. qui était un bon joueur de basket. Mais on parle plutôt de grands pivots dominants ou de meneurs ultra talentueux. Vaut mieux pour construire une franchise quand même. Hein. Exactement. Et quelque part, cette question, il en découle plein d'autres questions. Mais juste déjà, pour commencer, avant qu'on aille un petit peu dans le détail, comme ça, brûle pour point, tu dois construire avec un pivot, avec un meneur, qu'est-ce que tu choisis? Je prends un pivot et j'explique pourquoi. Pas parce que je suis un pivot. Déjà, soyons, tu vois, pas parce que je suis un pivot. Mais des mecs comme Shaq, Greg Oden, même s'il n'est pas allé au bout. Jabbar, hein, il y en a C'est- d'autres mecs que Greg Oden a cité avant. Hein. Ouais, tu vois, mais je parle de gars, Shaq, ils ont construit, c'est Shaq, tu vois. Bon, Shaq était. Je pense qu'un pivot, c'est mieux parce que c'est plus dur de trouver un grand, un rare.
tu vois, un pivot, que ce soit Joel, que ce soit Jokic, que ce soit Rudy, c'est dur à trouver. Des meneurs, il y en a beaucoup. Il y a une flopée de meneurs. Tu vois, si maintenant t'arrives, c'est vrai que tu arrives à en trouver un qui sort du lot, mais en tout cas, les bigs, je pense que ça reste toujours le plus rare. C'est plus dur de trouver des perles, c'est plus dur de trouver un Victor et construire dessus. C'est facile de trouver un John, il y en a partout, mais c'est plus dur de trouver quand même. Surtout maintenant, on arrive dans une ère où les grands, ils bougent, c'est intéressant, ils shootent, c'est beau, tu vois, je me dis, maintenant, tu prends plus de risques en termes de blessures. Thomas. Moi, je vais à 100% sur un pivot, sans aucun doute. Et je parlerai un peu de ce que je pense, mais si je me base simplement sur ce qu'est la NBA et quels ont été les champions de la NBA, des gens dominants, de ceux qui ont vraiment compté, de ceux par exemple qu'on retrouve dans le top 10 de chacun des joueurs all-time, eh bien il y a une grande domination des pivots. Mais quand je dis grande domination, c'est qu'il y a rien à dire, c'est sans partage. Les meneurs de jeu, tu as raison de dire qu'il y en a beaucoup. Je pense que les pivots sont ce qu'on aime dans le basket aussi. Le basket est un sport de grand. Quand il y a un grand dominant, eh bien, c'est beaucoup plus difficile de défendre sur lui, malgré l'avènement du pick and roll, qui a redonné des lettres de noblesse aux petits. Je dis pas qu'ils n'ont pas toujours compté, il faut toujours avoir un petit à côté d'un grand pour que le grand performe, il n'y a aucun doute. Mais quand tu as un grand sur un terrain qui domine, eh bien, c'est lui qui va décanter encore plus de choses par rapport à un petit qui parfois va souffrir physiquement, parce que si tu mets un ailier sur un petit, il peut souffrir. C'est vrai qu'historiquement, le basket a beaucoup changé depuis les années 50, mais il n'empêche qu'historiquement, c'est une tendance. Peut-être moins ces 10 dernières années, on va y Beaucoup revenir. moins des années 2000. Beaucoup moins. Mais en tout cas, on a vu des George Mikan gagner, Bill Russell gagner, Will Chamberlain gagner, peut-être pas assez, mais il a gagné, Jabbar gagné, Bill Walton gagné, il a gagné avec Portland, ça compte. Et évidemment le Shaq. C'est vrai que dans l'histoire, à travers les décennies, T'as oublié Hakim, évidemment, dans les années 90, à travers les décennies, on a toujours vu des grands gagnés. Beaucoup plus que des meneurs, Thomas. Ah, beaucoup plus. Si on prend sur l'ère moderne, et on va aller dans plein de tableaux, si on se projette un petit peu là sur les derniers champions, quelles équipes ont été construites autour d'un meneur? Les Warriors de Steph Curry. On va en discuter. Steph Curry qui joue quand même vachement poste 2 et sans la balle. On peut parler de Tony Parker qui a été MVP des finales. On peut parler d'Isaiah Thomas. On peut parler de Magic Johnson. Washington. John. Ils ont Ouais, mais ils n'ont pas gagné. On va arriver. Je veux dire, c'est que ceux qui ont gagné, regarde, depuis 2000, les champions, donc les équipes championnes, avec quel profil autour duquel on a construit. Les ailiers, largement. Évidemment, KD, LeBron. Bon. Les ailiers forts aussi. On pense à Duncan en priorité. Les pivots. Et donc, les arrières et les meneurs. Ben, les meneurs, on se retrouve avec très peu d'équipes construites autour des meneurs de jeu. Parce que l'histoire va dans ce sens-là. C'est vraiment pas qu'une affaire d'élite sale gueule. C'est que dans l'histoire, les grands ont tendance à faire gagner les équipes plus facilement que les meneurs. Tu parlais justement je n'avais pas prêt d'y aller tout de suite, mais on va y aller. Tu parlais justement de John Wall avec les Wizards. Et on va aller justement sur ces franchises-là qu'on misé, qu'on construit autour d'un meneur de jeu et qui n'ont jamais réussi à gagner ou même aller en finale NBA. Tu parles des Wizards de John Wall. On peut dire que quelque part, c'est un échec. Il y avait clairement une envie de construire. John Wall, en plus derrière, quand tu rajoutes Bradley Beal en numéro 2, ils étaient censés au moins un jour aller chercher une finale NBA. Ils en ont finalement été loin. Et tu penses, un échec, c'est dur quand même. Ah si, c'est un échec. Après, c'est très dur. Après, c'est un échec. Après, j'ai pire, tu vas voir. J'ai un autre échec après les Wizards, et tu vois, c'est encore plus dur que les Wizards. Après, c'est quoi parce qu'il n'y a qu'une équipe qui gagne chaque année. Tout à fait. Donc, il y a 80% des gens, quoi qu'il arrive, qui sont déçus. Ça, il y a aucun doute. Est-ce que tout le monde a échoué son projet? Non, il y a des équipes qui se rapprochent, il y a des équipes qui À partent. partir de quand on peut dire qu'un projet est C'est vrai réussi? que c'est ça, tu vois. C'est pour ça que je veux dire, est-ce que c'est dur de dire c'est un échec? Parce que déjà, pour commencer, est-ce que la franchise avait envie d'être peut-être que juste nous, déjà, c'est vrai que le but, c'était juste d'aller en playoff, déjà, pour commencer. Tu vois, et c'est pour ça que je me dis, est-ce que c'est un échec? Maintenant, c'est vrai que sur le. Pour moi, c'est un échec. Ouais, moi, j'ai toujours beaucoup cru en John Wall et Bradley Beal. Si Charlotte et la Mélo gagnent pas, ça veut dire que dans 15 ans, ce sera un échec. La Mélo, on va voir déjà s'il reste après son contrat rookie. Moi, la Mélo vient d'arriver. John Wall et Bradley Beal, ils ont quasiment quoi 7-8 ans ensemble. Ouais. Oui. Comment on juge un projet? De toute façon, c'est dans la longévité. Est-ce qu'ils sont restés longtemps ensemble? Et à un moment donné, quand tu es premier de ta conférence ou top 3 pendant plusieurs années d'affilée, admettons par exemple, ton but c'est d'atteindre les finales de conférence. Si c'était les finales NBA, John Wall et Bradley Beal, ils avaient sur le papier beaucoup d'arguments pour un jour aller en finale de conf. Parce qu'il y avait LeBron. C'est vrai que c'était les deux premiers playoffs qu'on fait, c'est le but c'est les deuxièmes playoffs, la deuxième année en 2014.
on veut essayer de passer le deuxième tour parce qu'on s'était fait sortir et on perd. Donc oui, c'est un échec. Maintenant, au début, non, parce qu'au début, on voulait déjà redresser le truc. On est arrivé, on perdait tout le temps, donc on a réussi à aller en play-off en 2013. Après, je dis pas que c'est un flop monumental. Non, mais après, j'essaie tu vois, de revoir le truc avec la suite. Oui, c'est vrai que derrière ça, je pense qu'une fois qu'ils sont en play-off, une fois que tu es une équipe de play-off, le but maintenant, c'est d'aller en finale de conf. Une fois que tu es encore, c'est ça, c'est le but, c'est de monter. Donc c'est sûr que oui, dans le sens où, oui, ils n'ont pas progressé après ça. Il y a un autre exemple, et peut-être que ça va faire bondir certains devant leur écran. C'est les Phoenix Suns avec Steve Nash. Un échec, là. Aujourd'hui, premier la conférence Ouest. on se souvient que les Suns font venir Steve Nash de Dallas. C'est clairement une construction autour de lui où ils rajoutent justement. Et là, après, ça va être intéressant aussi. Donc, quand tu as ton meneur, ils ont construit avec un grand et ils ont rajouté un grand autour qui est Amaris Stoudemire. Ils ont pris plein d'excellents joueurs autour. Les Suns, au final, avec la construction de Steve Nash, qui sera 2 fois MVP, pas une fois, ils vont en finale NBA avec le meilleur bilan de la ligue par moment, des avantages du terrain, tout ce que tu veux. Ils vont pas en finale. Ils sont pas au bout de leur. Et ça, je suis totalement d'accord. C'est totalement un échec. Ils sont premiers. Votre numéro de star, MVP de la NBA. Je suis d'accord. Tu vois, c'est pas le cas de John qui a pas fait MVP. Tu vois, et on n'a pas été numéro 1 de. Tu vois, donc c'est pour ça que là, oui, c'est un échec. C'est clairement un échec parce que on joue clairement. On n'a rien à envier à personne. On a notre joueur star qui est le meilleur joueur de la ligue. Oui, au moins finale de conférence. Est-ce que quand on parle à l'époque des Suns, c'est quand même une équipe qui nous régalait, qui allait de l'avant, qui marquait des points. Boris qui devient MIP, Amaris Stoudemire, cette relation sur pick and roll avec Steve Nash, c'est une équipe qui nous a régalé, qui a eu quand même des résultats. Mais au final, est-ce que quand on voit que c'est un échec puisqu'ils ne sont jamais allés en finale, et on peut refaire 20 fois l'histoire à la faute de Robert Horry, si vous voulez, les fêter, c'est qu'ils sont jamais allés en finale. Est-ce que les Suns, c'est pas l'exemple parfait pour se dire que construire avec un meneur pour gagner, c'est archi dur en fait, c'est plus dur que le reste. Bah oui, ça c'est un des exemples, hein, sans aucun doute. Hein. Tu vois, quand je parlais du physique, c'est que les grands costauds, c'est eux qui mettent les coups. Alors quand c'est un meneur de jeu, t'as tendance à, lorsque tu prends un coup, à morfler beaucoup plus que si t'étais un grand costaud. C'est tout con, mais Steve Nash, on vient de voir son nez ensanglanté, ça change complètement la série, cette action. Bon, évidemment, les suspensions aussi. Hein. Mais c'est aussi ça, c'est à très très haut niveau, tu peux tomber sur des équipes qui sont encore plus méchantes, plus féroces, qui vont utiliser absolument tout ce qui est possible d'utiliser, même des coups bas, pour te faire perdre. Donc, après, tu peux te poser la question de Steve Nash en tant que tel. Que ce gars-là, finalement, n'a jamais réussi à passer ce là. Voilà. Tu construis autour d'un mec qui est 2 fois MVP. Ouais, mais c'est très dur de dire que c'est un échec, mais voilà. Non, mais attends, son Steve Nash, je l'adore, moi, donc je m'en fous. Mais voilà, c'est le constat pur. Mais le truc, c'est que tu as raison de dire qu'il n'y a qu'une équipe championne par an. Donc ça fait quand même vachement de déçus. Mais ça fait 30 projets. Et beaucoup de projets de chaque année, en fait, allez, on va prendre gros, tu as 30 projets chaque année qui ne marchent pas finalement. Et ça, c'est 29, Et ça, je pense que c'est clairement la vision fan. On parle de résultats, mais il y a un autre côté en NBA où il y a l'argent, il y a des choses. Donc, en vérité, si une équipe font du profit une année... il y a du marketing aussi. Est-ce que pour eux, le projet de cette année est tombé à l'eau, tu vois? Je t'ai dit, on est dans la philosophie, on va laisser l'argent de côté, on va essayer de rester sur la construction. Mais t'as raison. Quand ils prennent, drafter aussi Zion pour les Pelicans, c'est aussi le fait de se dire, on est sûr de vendre des maillots au début. Maintenant, je sais pas s'ils en vendent encore, mais il y a ce côté-là. Il y a aussi le projet Chris Paul avec les Clippers. Tu fais une fat edition. Ouais. Il y a les Clippers avec Chris Paul aussi, un petit peu. Oui, Blake Griffin, bref. Mais j'aimerais justement qu'on voit maintenant le tableau des top 8 à l'Est et à l'Ouest pour voir aujourd'hui comment sont construites les équipes, avec quelle option en numéro 1. Et ça va être intéressant. On voit les Suns, c'est avec Devin Booker, c'est un arrière. Et Chris Paul, meneur. Les Grizzlies, Ja Morant, meneur. Le Warriors, Steph Curry, meneur. Le Jazz, c'est un arrière avec Mitchell et Rudy Gobert. Les Mavs, Doncic, meneur de jeu, en tout cas, il a énormément la balle. Ouais. Les Nuggets, Jokic, Timberwolves, Towns en pivot. L'autre côté, c'est Sixers, Embiid, Cavaliers. On a mis Darius Garland. Finalement, on est à peu près équilibré et on a même plus d'arrière de meneurs que de pivots. Non, mais après, là, on voulait faire ça pour voir un peu la différence, mais il y a deux choses. Est-ce que tu as le choix entre un meneur et un pivot, vers quoi tu vas? Là, les franchises, elles n'ont pas le choix. C'est-à-dire que la franchise, elle va à l'opportunité. Elle va l'opportunité de free agency, l'opportunité de la draft. Voilà, donc les Grizzlies, s'ils avaient pu prendre un pivot dominant à la place de Ja Morant, ils auraient pris un pivot dominant. S'ils n'avaient pas eu Ja Morant, ils ont pris Ja Morant parce que c'est Ja Morant qui leur est tombé dessus. Donc, on rappelle qu'ils avaient drafté un certain
Hachim Tabit à l'époque. Numéro Qui était, Hachim non, mais Tabit. Hachim avec, Tabit, ouais. 2017. avec ce fantasme 2 du mètres grand, tu 07, vois. 2 mètres 2m20, 2m20. 2 mètres 17, ouais. Le Grand. Tanzanien. Super bon. Il a jamais su développer son jeu. Il est Ah, parti, je confirme, il est hein. parti au Kessie après. Ouais, il a jamais rien pu faire. Il a jamais pu développer son jeu. Non, Mais dommage. tu vois, regarde, là, on prend les numéros 1 de draft. Et là, on rentre dans quelque chose qui est. Voilà, c'est un peu une affaire de génération. Il y a 7 pivots qui ont été draftés numéro 1. Donc, en fait, il y a toujours ce truc du grand qui va te faire gagner un jour. Il y a 6 meneurs. Tu parlais justement du fait que les meneurs de jeu c'était le poste qui était le plus fourni. Et on est tous d'accord là-dessus. Il y a beaucoup de meneurs de jeu qui ont été draftés numéro 1. Il y a combien de meneurs draftés numéro 1 qui sont champions finalement? Ça n'existe pas. Magic, il Ça draft numéro n'existe un, pas. Magic. Ça n'existe pas. Parce que Magic est drafté numéro 1. J'ai un doute. Ça n'existe pas. Tu vois, donc, c'est aussi le problème du meneur de jeu, c'est que Je pense qu'on le saurait. moi, on est dans l'ère où les pivots reviennent en force. Il y a eu 20 ans, il n'y avait pas de pivot. Bah, c'est dominé par les ailiers. Que ce soit du poste 4, du poste 3, les LeBron, les machins, les ainsi de Ouais. suite. Le poste de meneur de jeu est le poste où il y a le moins de, de représentants, T'as Magic, donc, MVP des finales, parti numéro. champions, sur lequel tu te bases à la base. Tu te bases pour construire. Moi, Les meneurs, depuis 2000, en étant première option. Chauncey Billups 2004, mais on sait qu'on. C'est un collectif. On sait que cette C'est équipe-là, clairement c'était un collectif. énorme collectif. Tony Parker en 2007, il commence à devenir un vrai numéro 2, voire un bis, mais même lui, de son propre aveu, et c'est ce qu'il dit un petit peu dimanche dans l'interview, c'est Duncan. Aussi fort soit-il, c'est Aussi- pas lui la base aussi du- fort des Spurs. Et donc, il y a Steph Curry 2015, mais Steph Curry. Il est pas champion. Il est pas MVP. pardon, il est pas MVP. Il est Bah pas oui. MVP. Donc, c'est quand même. Dingue, non, ouais. comme des aveux pour le Ouais. poste. Ouais. Tu vois, dans l'histoire, c'est un truc complètement fou. Ils sont très très peu, ces mecs-là, sur lesquels tu te bases. Donc, moi, quand je mets tout ça en tête, et quand je pense à notre sport, putain, les grands dominent. Les grands. C'est toujours une affaire de dur. grands. Ce que tu as dit, c'est un sport de grands. Et tu C'est as un sport raison. de grands. Et au jour d'aujourd'hui, on voit beaucoup plus de pépites. Tu vois, c'est plus facile de reconnaître une pépite de 2 mètres 20 au truc et qui dribble et qui shoot et qui. Tu vois, j'étais là à l'année de Porzingis. C'est clairement, quand t'arrives, le mec est La fameuse exceptionnel. licorne Tu vois qui fait Tu vois, fantasmer. c'est ça, tu vois. John, moi, je suis d'accord avec le joueur et le personnel, mais c'est vrai qu'il y a des matchs où. C'est pas. Tu vois qu'il galère, en fait. Tu vois qu'il y a. Alors qu'un grand, c'est différent. Tu vois, c'est vraiment différent. Et si t'as le choix. Si t'as le choix entre un meneur. Dans une draft, t'as 2 gars forts. Et t'as le choix d'un côté, t'as un gars comme lui, Embiid, et t'as un gars comme Ja Morant, c'est toujours. Moi, j'irais toujours vers le big, parce que, encore une fois, c'est là où je peux être sûr. Je sais que dans les 6 prochaines drafts, j'aurais pas un Embiid. Il y a un- C'est sûr à 100%. Ça, c'est clair. Il y a un autre truc avec la particularité du poste 5, c'est qu'il te verrouille des aspects vachement importants du basket. Quand tu as un grand, quand il est dominant, en général, il est dominant des 2 côtés du terrain. Ouais. On peut en discuter avec Jokic, mais en général, tu es dominant des 2 côtés du terrain. Donc, si je me place en défense, il va verrouiller quoi? Du contre, enfin, il va proposer du contre et donc de la dissuasion. Donc, tu peux avoir un système autour de lui. Ça va verrouiller du rebond, qui est peut-être l'un des aspects les plus importants du basket. T'es fort en rebond les 2 côtés du terrain, tu existes dans un match. C'est tout bête, hein, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Le meneur de jeu, malheureusement, a moins d'impact, au moins défensivement. Même si tu as un défenseur d'exception, prenons Gary Payton, qui va donner le là, tu ne peux que bloquer qu'un seul mec. Ouais. Le pivot, il a Il a tout le monde. grâce à l'aide, grâce Il a au tout le monde. spacing, remplis et beaucoup machin, plus de cases. Ouais. Exactement, tu Et peux ça- défendre ça- naturellement et- sur plus de gens. Et sa position, tout court, Et le fameux il y a- goalkeeper, il y a le 2 gardien de spots, but. tu vois, tu vois vraiment tout en fait. T'es dans une position, surtout quand tu mets un pivot en zone, tu mets vraiment dessus le panier, tu vois tout. C'est tu quand vois. même fou qu'en mars 2022, je trouve ça Ouais. archi intéressant, on passe ces dernières années à dire que le basket a changé, que le shoot à 3 points est devenu omniprésent, et qu'au final, on fasse toujours ce constat-là, de se dire qu'en fait, d'abord un grand, quoi qu'il arrive. Et quand je vois les futurs numéros 1 de draft qui sont annoncés, Chet Holmgren, il fait 2,18. Victor Wembanyama, il fait 2,20. On est encore, malgré le fait que le basket change, que l'adresse à 3 points ait pris une ampleur incroyable dans le jeu, on en reviendra toujours. Et c'est bien qu'on voit Rudy en ce moment. On en reviendra toujours à dire... Moi, si j'ai un grand de 2,18, 2,20 qui arrive à bien se situer sur un basket, sur un terrain et qui me remplit des cases, alors Embiid remplit des cases, Rudy en remplit d'autres, peu importe les styles, mais on ira toujours vers ce mec-là. Bah, regarde, tu vois, là, aujourd'hui, on est donc l'avènement du pick and roll et le but, c'est d'avoir le plus d'espace sur un terrain de basket, donc du spacing, des shooters, ainsi de suite. Est-ce qu'il y a de l'espace sur un terrain, ça profite à qui? Au mec qui pénètre, Bah ça ouais. peut profiter au meneur de jeu, mais ça profite en fait à tous les extérieurs en général, ça profite aux grands.
Quand on pense au match des années 90, là, où tu te demandes même comment ils jouaient, même, franchement, avec le recul, comment c'était concentré, tu vois, tout le monde mordait, il n'y avait personne autour qui pouvait tuer à 3 points, c'était chelou. Je me demande encore comment ils jouaient à l'époque. Aujourd'hui, tu mets les grands dominants, là, à qui tu tues complètement les aides parce qu'il y a des super shooters à l'opposé. Mais t'imagines comment ils seraient dominants? T'imagines Shaq aujourd'hui? Ou Hakim, tous les mecs, là, ou Robinson ou Pat Ewing. Ewing. T'imagines comment ils seraient dominants? Je pense qu'ils seraient aussi dominants que Joel Embiid, parce qu'avec l'évolution des joueurs, donc leur polyvalence aussi, tu vois ce que tu disais tout à l'heure, c'est que Jokic et Joel Embiid sont archi polyvalents, c'est juste l'évolution des légendes qu'on a toujours connues. Mais tous ces gars-là auraient, quoi qu'il arrive, dominé. Quoi qu'il arrive. Et encore plus dans un basket où le spacing fait foi. Donc je vois même... Ça me fait chier pour mes meneurs de jeu, que j'adore, franchement, honnêtement. Mais quand t'as un grand, et c'est aussi ça, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que t'as le choix de trouver des meneurs de jeu. Des combos, des arrière-shooters, des meneurs organisateurs. Il faut toujours avoir un bon meneur de jeu, des gens intelligents sur un terrain pour être champion. Mais j'ai l'impression, et même si on peut en citer finalement pas tant que ça en NBA ces dernières années, en fait, tu les trouves. Les Kyle Lowry dont tu citais tout à l'heure, LeBron, évidemment, Rajon Rondo avec les Lakers, Drew Holiday l'année dernière. En fait, t'en trouves tout le temps des mecs intelligents, des petits. C'est intéressant ce tableau, là, les MVP dans l'histoire. On voit qu'il y a 26 pivots, 13 meneurs. Le reste, on est moins Quand même 13 meneurs. Hein. Quand même 13 Et meneurs. ça s'est rattrapé sur les dernières années. Hein. C'est toujours les deux postes qui dominent. Les deux postes les plus importants, non? Ça, c'est des stats que j'avais jamais. C'est des stats très intéressantes. Mais les MVP dans l'histoire, sachant que c'est Jordan et Kobe, quoi. Hein. En gros, hein. Ouais. C'est dans l'histoire. Tu sais qu'il y a, je repense à quelque chose, c'est la draft de 84, la draft de Michael Jordan. Donc, Michael Jordan qu'on ne présente plus. À l'époque, les Houston Rockets, ils choisissent Hakeem Olajuwon, et même encore aujourd'hui, les gens disent, mais non, ils ont bien fait de le faire, et pas grand monde va dire autre chose. Et à l'époque, tu te souviens à qui ils associent Hakeem Olajuwon? Sam Bowie. Non. Sam Bowie. Non, Sam Bowie, il est drafté en 2 par Portland. Mais les Rockets, ils associent... Sam Bowie, tu vas l'avoir. Ralph Sampson. Je pensais à lui, n'importe Ralph quoi. Sampson. Et c'est pour ça que tu parlais de rareté chez les grands. Il y a la rareté, le basket, c'est la rareté du grand, et c'est aussi le fantasme. On peut dire ce qu'on veut. Un mec rentre dans une salle de basket, s'il est plus grand que tout le monde, on va dire, vas-y, on va le mettre sur le terrain. Ouais. C'est bon, pas bon, main carrée. À la base, on le met sur le terrain de basket. Vous avez commencé le basket pourquoi? Il n'y a pas quelqu'un qui vous a dit que Si, moi, t'es grand? Moi, on me l'a dit alors. Le premier entraînement, je suis arrivé, je faisais en 3e, je faisais 1m93. Il y a mon pote Clément qui me dit, mais viens t'entraîner avec nous au basket, parce que j'avais arrêté le foot. Il m'amène dans la salle. Je savais, mais j'étais nul à chier au basket. Le premier tir que j'ai fait, je tire derrière la planche et tout. Mais l'entraîneur, il a l'impression d'avoir signé Karim Abdul-Jabbar. Tu vois ce que je veux dire? C'est à ce non mais après c'est une option. T'es juste dans la salle, il peut toujours te virer. Pas obligé de rester. Non, mais c'est vrai que Ah ok, il est nul. Bon, mais ce qu'on peut dire, c'est que ces dernières années, avec notamment l'éclosion des Warriors et de Steph Curry, et du small ball, du small ball, il y a eu le small ball, l'époque du small ball, ces mecs t'en parlent. On en revient au non, dès qu'il y a un grand de 2,15, 2,20 talentueux. Quitte à prendre parce que c'est vrai que les plus gros busts de draft, c'est des grands. C'est des grands. Ah ouais, c'est clair. C'est des grands. Mais on s'en fout. Ouais. On va dessus quand même, on prend le risque. Vous vous rappelez quand même que la NBA avait quand même retiré le nom de pivot. Pour le Star Game. C'est à un moment, on en était arrivé là où il n'y avait pas beaucoup de bigs, et au stade où ils se demandaient même est-ce que le poste de pivot est tant nécessaire que ça, en fait, tu vois, dans la ligue. Et moi, je me suis toujours dit, il faudra un big ou deux va arriver, ils vont faire du sale et ils vont remettre le truc, tu vois, c'est par cycle, tu vois, t'as des cycles où là... Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de meneurs pendant une période, même la période j'étais 2013 à 2018, il y a eu beaucoup de meneurs, c'était tous les postes, c'était que des meneurs, tu vois, et c'est vrai, mais les pivots, c'est la rareté. Pour moi, c'est dur de trouver, on n'appelle pas un meneur, on l'appelle pas une licorne. Non mais c'est vrai, même Jamoran, tu vas pas dire ça quoi. Ouais, il faut que tu fasses quoi? Il faut que tu vois, je veux dire, c'est un intérieur, quand t'as ça dans ta main, quand t'es capable de drafter un mec qui a des mains comme, et t'es capable de prendre une décision et prendre un bon mec, un intérieur, si tu le développes bien, ça va être très intéressant. On l'a pas cité, mais on doit de le citer, puisqu'il est champion en titre. C'est Giannis Antetokounmpo qui, sur le match 6, quand il met 50 points, on peut me dire ce qu'on veut, il joue pivot. Hein. Il est détruit à l'intérieur. Donc, c'est vrai que... Son compère intérieur, c'est un deuxième arrière, donc c'est clair. Et tu vois, mine de rien, on adore tous Chris Paul, avec ce qu'il fait avec... ce qu'il a fait avec OKC, ce qu'il fait avec Phoenix, c'est incroyable. Ça a été peut-être aussi avec Houston et son association avec Harden. C'était peut-être l'équipe qui a été les plus à même de les taper quand ils étaient au complet.
Mais finalement, c'est le point de God, c'est le meneur, par définition, l'excellence, tu vois, depuis Magic. Pas gagné. Mais Et ben, alors, il a fait Ouais. finale, c'est pas fini, parce que cette année, les Suns Il a sont- pas gagné, Mais il quoi. a toujours pas gagné. Ouais, c'est vrai, pas t'as raison. gagné, hein. Et tu vois, parce que par rapport, il y a un autre truc qu'on n'a pas trop cité pour défendre un peu les meneurs de jeu, c'est que à un moment donné, on s'est tous dit que les meneurs, les pivots de bon niveau, rim protecteur, athlètes, t'en trouves des milliards. Donc c'est-à-dire que le Pas niveau, tant que ça, en fait. bah, moi je trouve aussi pas tant que ça. Mais tu vois, quand on en parle avec des bons rim protectors. bah Ah ben oui, oui. ouais, oui. mais des, Ah oui, mais si- des rim runners, quoi, des rim runners. Ouais, mais la, T'en trouves des la rim base runners. du basket, tout big qui commence fait ça au début, tu vois. Après, est-ce qu'il va être bon ou pas? Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire, mais en tout cas, dans l'archétype d'une équipe NBA, si donc le mec autour duquel tu construis, c'est un arrière ou un meneur de jeu, et ben, tu auras tendance à dire qu'en fait, un grand, ça se trouve. Ouais. Ça se trouve, tu vas le payer cher, parce que tous les gars, les Capella, les Adams, les Valanciunas qui sont à peu près au milieu, bon, Ça, bah, il faut envoyer du cash sur tous ces mecs-là. Mais ils font pas de bascule. Ils font pas de bascule, mais parce que ta bascule, elle est censée être sur le meneur de jeu. Ouais. Ton but, quand. Oui, mais- si t'as un point fort, le but, c'est qu'autour, eh ben, t'es pas des bascules, mais en tout cas, t'es des mecs qui peuvent se confronter aux autres. Il y a un truc intéressant sur lequel on n'est pas allé, et je veux qu'on aille là-dedans, c'est que c'est plus facile pour vous quand tu as un pivot dominant de construire autour de ce pivot, ou quand tu as un meneur de construire autour de ce meneur. Je pense notamment à Shaq, où les Lakers construisent autour en mettant Kobe notamment. Donc, Yanis pour Middleton, Voilà. par exemple. Et je pense aussi à Kobe, où quelque part on met Gasol autour de lui. Ouais. Et tu vois, c'est plus la même chose. Ouais. C'est pas, c'est une manière de penser, c'est différente. Je pense que l'idéal, c'est d'avoir un big, d'avoir un vrai big, de trouver un bon meneur. Parce que l'un va pas sans l'autre. Dans cet ordre-là. Tout à fait. Pour être champion, l'un va pas sur l'autre. Voilà, T'as l'un raison. ne va pas sans l'autre. Et à partir de ça, de cet axe que tu as, tu construis autour. 3, 2, tu pioches, shooter, panana. Ça dépend du style de jeu que tu veux jouer. Et étant poste 4, je pense qu'il va être très important. Parce qu'il va déterminer ton style de jeu. Si tu as un poste 4 qui est à l'intérieur et un peu à la Pogazol ou à l'époque des Lakers, où tu avais beaucoup, ils se jouaient poste 4 à l'intérieur. Voilà, Aldridge, tout ça. Ou si tu as un poste 4 qui va plus s'écarter et shooter et qui va, du coup, votre équipe va être, ça va être plus d'espace, ça va être différent, tu vois. Mais je pense que c'est comme ça que tu devrais, c'est la vraie, je pense que c'est au moins la base de la construction, tu vois. Mais un 5, sur ma vision à moi, c'est un 5. Si tu arrives à en trouver un, si jamais t'en trouves pas un, tu te rabats sur un meneur et tu prends un meneur. Et là, tu fais l'inverse. Tu vois, mais dans tous les cas, je pense que le 5, c'est le plus dur à trouver. Dans n'importe quel draft, c'est le plus. C'est juste dur de trouver un bon 5. C'est dur de trouver un bon. Moi, je me suis rendu compte, le nombre de bigs que je vois, c'est là que je me rends compte, en fait. De voir différents niveaux, tu dis, mais en fait, des choses qui a l'air tellement faciles, parce que j'ai vu tellement de mecs talentueux autour de moi en termes de big, quand tu arrives, tu te rends compte, mais la plupart n'ont pas de main. Un big brut, par contre, c'est plus dur à. Il n'a pas de main, il faut le faire Puis ça prend bosser. du temps. Il faut qu'il arrive à bouger ses appuis. Avec les grands, souvent Tu les vois gens sont très frustrés, mais parce que ça prend beaucoup plus de temps à développer aussi. Donc c'est vrai que quand un mec est en avance, Tu vois le Shaq quand il arrive, Yao Ming quand il arrive, bah, les gens se ruent dessus parce que tu as l'impression que c'est ce mec-là qui est censé t'amener tout là-haut. Tu dis quoi, toi, par rapport à comment entourer? Alors, du coup, qu'est-ce qui est plus facile à entourer? Un grand dominant ou un meneur dominant? Alors malgré toutes les stats que je vois là, je suis très partagé. Je reste très partagé parce que un grand peut te faire gagner du temps parce qu'il va faire des choses plus rapidement. Maintenant, je pense qu'entourer autour d'un grand, il faut vraiment trouver des gens. L'inverse, non, plutôt. Non. Parce que toi, c'est plus facile de. Ce qui est facile, c'est d'avoir un. Alors, que ce soit un meneur ou un poste 3, parce que LeBron est relou pour ça, tu vois, c'est d'avoir un mec qui tient la balle. Lucas, c'est le meilleur exemple. Le plus facile pour moi en NBA aujourd'hui, c'est d'avoir un très fort joueur qui a la balle en main. C'est plus facile de l'installer. Tu mets le fameux rim runner athlétique, tu mets des shooters Mais- autour. S'il est Non, fort, mais gros, tu vas gagner des matchs. ce qu'on fait, À l'intérieur, Ce qu'on dit- il faut l'entourer, il faut avoir une bien idée. sûr. Il faut. On peut me dire ce qu'on Mais- veut, mais- c'est que ce fameux rim runner, pour moi, où on a l'impression qu'on tape dans un arbre et c'est vrai. il en tombe 40, c'est pas vrai. Alors, regarde Dwight Powell, Sauf que- il y en a un. Dwight tu vois, Powell, il pue la mais- merde. Mais oui, mais il gagne des matchs, le mec. Qu'est-ce que je te dis? regarde, C'est Il pas pue la facile. merde, je suis Ouais, très mais- sévère. ouais, mais après, Sorry, Dwight. après, les gars, il y a aussi. Faut regarder faut regarder les drafts et les tours de draft. T'as accès à quoi? Ouais, ça, c'est Mais clair. je pense que tout le monde qui a accès à un big va pour le big. Là, tu vois, je veux dire, si c'est pour ça souvent t'as des trucs. Si t'as accès au big, tu vas au big. Maintenant, s'il y a pas, moi je suis d'accord. Tu sais que je joue moi au début j'avais du mal à jouer à Touquet parce que quand moi je commençais le basket, ma vision c'était un meneur fort. Donc je jouais avec une équipe avec un gars super fort.
Et je joue avec lui, et je Pick-and-roll, drive, je et voilà, passe, ouais. truc. Mais j'ai toujours ce gars fort. Si tu me demandes de faire un jeu posé, de se passer la balle, de trouver le mec, je pouvais pas. Tu vois. Donc c'est la base, et je pense que je suis d'accord avec toi, tu vois. Mais si tu as le big, c'est une question d'opportunité. Si aujourd'hui tu as la Victor, il y a de grandes chances qu'il soit numéro 1. Qui va le laisser passer? Qui va le laisser Personne. passer pour prendre un meneur? Qui? Honnêtement, je suis curieux de voir. S'il ne se passe pas un événement, une blessure, un truc qui fait que Victor perd en côte, qui va le laisser passer? Ça marche pour Chet Holmgren Tu vois aussi. Je voulais revenir moi, sur Doncic. Dwight Powell, j'ai été très sévère, mais bon, c'est dans le feu du débat. Il n'empêche que, ok, il gagne des matchs en ce moment très bien. Doncic est incroyable. Maintenant, moi, je parle pas de gagner des matchs. On parle pas de construire un mec pour gagner des matchs. On parle de gagner un titre. Et ça va être où l'axe de travail principal autour de Doncic. Ça va être de lui trouver ce fameux, un peu tonton qu'on aime bien. Et Dwight Powell, il fait pas la maille. Oui, et pourtant, non, mais il est c'est pas- vaillant, il court, il défend, il prend des coups. Il est même irréprochable. Moi, ma question, il lui la faut de que- chance. la Il question, lui faudrait quel style? Parce que Bah, lui- c'est difficile. Parce on a lui qui est bon, il se bat, il fait son truc, et on a Porzingis, ça a pas. Il faudrait qui à Lucas Mais comme tu vois, style non, mais big c'est, man. ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple, ce fameux rim runner. Si, C'est pas si- non, mais moi, ce que je veux dire, c'est que la question, c'est autour de qui tu construis. Évidemment que, de toute façon, pour aller au titre, il faut avoir une armada. Alors, voilà. Sauf que quand tu veux commencer t'es une équipe naze, tu veux commencer à gagner des matchs, c'est plus facile avec un porteur de balle. C'est tout. Je n'y peux rien, moi. Regarde, Mais oui, regarde tous les avec mecs, là. Iverson, Ils déboulent. Non, mais même avec- Jamoran, c'est vrai, là. c'est vrai, Tu c'est vrai. déboules, frère. Regarde, Darius Garland. C'est vrai. Tu l'entoures de tonton, tu lui mets. Alors, il y a plein de bons joueurs. L'intérieur, Mais il faut- gros, il faut si t'as un une- ball handler fort, tu peux gagner des matchs Iverson, dès demain en Iverson, NBA. quand il arrive à Direct. Philadelphie. De quoi, Iverson, quand il arrive à pour Philadelphie. l'intérieur? En NBA. Pour Non, l'extérieur? pour Non, l'extérieur. sur C'est ça, plus sur ça, je suis facile. d'accord. Parce qu'ils que ont ouais, plus c'est souvent pas la balle, de toute façon. Bah ouais. Donc, parce qu'en vérité, sûr. si t'as un big fort et que la balle peut pas arriver à lui, Bah ouais, parce que non. tes gardes sont. C'est pas mettre un pied devant l'autre. Ou ils veulent que dribbler. Ton big, il va vite partir en dépression. Ça, c'est sûr. Bon, en Tu général, vois je veux dire que si t'as un big, même si t'as des mecs autour, t'as le droit de lui dessiner des trucs. En tout cas, moi, j'ai toujours ce côté un peu romantique autour de. Et puis surtout, alors, Steph Curry, c'est peut-être aussi le faux exemple qui voile un petit peu. Il joue deux, le mec. Qui joue beaucoup. Enfin, Putain, merde, beaucoup quoi. dans du passing game. Surtout. Bah, il joue à fond, en tout cas. J'ai eu vos avis très intéressants comme toujours. On a demandé vos avis aussi à vous sur Twitter. Et on a eu plein d'avis intéressants. Thomas, je te laisse prendre les commentaires. Avec plaisir. Alors allons-y. Donc pivot ou meneur de jeu. Bah, là on est plutôt pivot pour Atotexi. Tous les jours un bon gros pivot bien dominant. Point, def, rebond. Je crois que presque aucune team n'a win sur l'intérieur très très sérieux. LeBron, Jordan pour me contredire absolument. Par contre toutes les équipes. Par contre toutes les équipes avec un intérieur très dominant ont remporté un titre. Donc voilà, on est plutôt d'accord. On enchaîne avec un deuxième commentaire. J'imagine qu'on va sur les pivots. Et Fab, il nous parle des pivots encore. Dans la NBA moderne, je prendrais un pivot, car c'est la denrée la plus rare à trouver. Mix mobilité, toucher de balle, capable de créer et bien sûr physique. Et celui qui offre le plus de variété de jeux à proposer. Sous le cercle, au large, pick and roll. Exemple, Embiid et Jokic. Bon, et bah, clairement, tu as raison, mon ami. Plutôt meneur, nous dit Didier. Si tu as le choix, je dirais un meneur. La Ligue, au travers de la Free Agency, te permet de signer des pivots corrects chaque année. Un pivot moyen deviendra bon avec un meneur hors norme. L'inverse n'est pas vrai. Et puis des physiques hors norme, ça se blesse et guérit moins vite. C'est pas mal ça. Hein. Ah, Ça- ça se tient. Ce Ça, c'est clair. dernier, il est très, très, Aïe, aïe, aïe. très pertinent. c'est clair. J'aime beaucoup. à fait. C'est vrai, c'est ce qu'on disait. C'est vrai que tu prends plus de risques à investir sur un grand, parce que du coup. C'est vrai qu'un meneur peut rendre un pivot meilleur. Un pivot rend rarement un meneur meilleur. Ah bah complètement. Bah alors ça, c'est vrai. clair et net. Mais parce qu'on en revient aussi au truc de base du poste, quoi. Oui. Et ceux qui te T'es touchent. là pour ça, quoi. Le meneur, il est Voilà, là un pour rendre les moment de gens merde, meilleurs, quoi. ouais. Le mec qui a la balle tout le temps, il rend les Mais autres meilleurs. Bah ouais, merci les Mais mecs. en vérité, oui. En vérité, c'est juste qu'en fait, c'est plus dur de construire avec un pivot. C'est une vérité. Il y a une réflexion. Voilà, il faut avoir une réflexion, il faut avoir une logique, il faut avoir une direction, il faut savoir où tu vas. Et c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a beaucoup de, Clair. qu'on va tout de suite dessus et que des fois il y a eu des équipes qui ont eu du mal à construire autour parce que tu vois Shaq par exemple, alors pour le coup ils ont mis Penny Hardaway l'année d'après. Ouais, ça alors ils sont pas allés au bout du truc, mais tu vois ils ont tout de suite pu trouver un meneur. Il y a des fois des bigs qui ont jamais trouvé. Yao Ming il a jamais trouvé son meneur. Ouais, il a eu T-Mac, quoi. Il a jamais trouvé son meneur. On est d'accord. J'aimerais juste finir sur Magic Johnson, qui est vraiment le meneur qui a dominé par excellence. Meneur qui fait 2,06 m et qui était quand même associé à Karim Abdul-Jabbar, qui jusqu'en 1986 mettait quasiment 24 points par match. C'est quand même. C'est pour ça que vous me citez Asia Thomas, quoi. C'est Isaiah Thomas, ouais, mais qui avait pareil. MVP, qui était très fort, qui n'est pas MVP des deux finales, qui est MVP de la deuxième, je crois, ou de la première. Je sais plus. Première, je crois. La première, et puis qui avait quand même des mecs. Il est pas MVP, je veux dire, de saison régulière Non, aussi. il n'est pas MVP de saison régulière. Karim, il a quand même fait un sacré bordel. Hein, quand même. Ah oui, C'était- bon joueur. C'est que moi, c'est quelque chose qui
qui m'impressionne, même quand j'étais dans la ligue, je disais, mais les gars, vous vous rendez compte que ce mec marquait K2 et qu'il a pris une avance tellement incroyable. Regarde ce qu'il a fallu à LeBron pour le rattraper. Et tout en sachant que LeBron fait des trucs assez incroyables quand même. On parle pas d'un petit mec, tu vois, je veux dire. Même Kobe avec des perfs ou des trucs. Je me dis, mais mec, enfin... longévité, il a une longévité et régularité terrible. C'est un truc de... Et K2 points. Et les mecs shootent à 3. Les mecs shootent maintenant de milieu. Les mecs n'arrivent toujours pas à rattraper le mec, en fait. Tu vois, c'est vraiment impressionnant. Quand un big man domine, c'est vraiment Shaq. Il n'y avait rien à faire. Moi, Shaq, je regarde... Pendant une période de ma vie, je regardais son truc. On déjeunait tous les jours. Shaq, Olajuwon, tu vois, il y a vraiment... Quand un big man arrive... Les Rockets, finalement, ils ont mis du temps, mais avec Olajuwon, ils ont réussi. Bah oui, mais quand il arrive, le process est plus dur, plus long. Il faut attendre, il faut qu'il arrive à maturité. Le process c'est plus long avec les pivots, mais avec les meneurs, à part Magic, Isaiah Thomas, mais où on a l'impression, à la manière Pistons, que c'est plus un projet collectif, sans rien enlever au talent d'Isaiah Thomas. C'est plus long avec les pivots, avec les meneurs, c'est très compliqué, voire très rare. Ça marche mieux avec des meneurs de grande taille, voilà. Jason Kidd ou d'autres. Non mais c'est vrai, c'est con. Mais Kidd il amène... Non mais il va en finale. Bravo mec. À la réponse de le projet, à partir de quand on peut dire que ça a marché, si tu finis fait Putain, tu en fais deux, c'est énorme. C'est énorme. Voilà, on a énormément parlé de ça, on a beaucoup digressé aussi, mais c'est pour ça qu'on adore débattre de NBA. Dites-nous évidemment dans les commentaires si vous êtes plutôt le pragmatisme avec un pivot, le romantisme d'un meneur. Dites-nous en tout cas ce que vous pensez. Mais c'était un bon débat, je me suis régalé, j'aurais pu encore en parler 2 heures. Il y a un autre meneur dont on va parler, sur qui les équipes maintenant ne risquent plus trop de miser pour construire, c'est Russell Westbrook qui est un peu dans la panade. C'est le focus. Alors, on va sortir un petit peu du cadre basket, parce qu'on va pas parler de la saison sportive de Russell Westbrook, parce que on va pas revenir dessus. On sait que c'est très très compliqué pour lui et qu'il est très très loin de ses standards avec les Lakers, que le fit avec LeBron ne marche pas. Maintenant, il y a eu ces déclats cette semaine quand même où c'est assez rare de voir une superstar, ancien MVP, avoir ce genre de déclaration comme ça en conférence de presse. Quand je suis harcelé quotidiennement à propos de basket, qu'on m'envoie des obscénités et des menaces de mort à ma famille et moi, j'ai du mal à accepter cela. C'est devenu si grave que ma famille ne veut même pas aller au match à domicile. Je ne veux même pas amener mes enfants au match pour qu'ils entendent les gens appeler leur père par des surnoms. Je pense à Westbrook, évidemment, c'est ce qu'il a dit plus tard. Quand il s'agit de basket, de critiques sur le fait de rater des tirs, ça ne me dérange pas. Mais à partir du moment où mon nom est traîné dans la boue, là, ça devient problématique. Thomas, c'est une drôle de sortie quand même. Ouais, je vous invite tous à regarder la vidéo. Hein, il y a 4 minutes d'interview où il parle et il s'épanche sur tout ce qui se passe. Alors, déjà, premier truc, on condamne formellement toutes les insultes, les trucs racistes, les menaces de mort. Enfin, dans quel monde on vit. Ça marche pour Ganagay, hein, qui est là cette semaine. Les mecs vont insulter sa femme et tout. Bref, évidemment, personne n'est d'accord avec ce genre de conneries tellement c'est con, hein, honnêtement. Maintenant, on touche à quelque chose d'important. C'est à la fois l'ego de ces mecs, parce qu'on parle d'ego surdimensionné. On parle de gars qui, je pense d'abord, hein, par leur performance, se sont rendus détestés par le public. Russell Westbrook a plein de mauvais côtés, mais là, j'ai vraiment la sensation que les gens, au vu de ce qu'il produit cette année, ont décidé de le démonter. Pourtant, lui, dans sa carrière, il l'a déjà fait. Tu vois, il parle des surnoms et tout ça. Quand KD s'est barré, il a fait des cupcakes au nom de KD pour se foutre de sa gueule. Sous-entendu, il était soft, parce que c'était un peu un surnom au sein de leur équipe. Donc lui-même a joué de ses surnoms et de sous de la gueule un peu de ses coéquipiers. Donc, moi, je déplore le fait qu'on en arrive là, honnêtement. Maintenant, il y a clairement des raisons qui font que les gens se sont mis à détester ce mec. Ou en tout cas, le joueur, parce que ce mec, c'est dur. Je pense qu'il joue au chat à la souris avec les fans. C'est pas d'aujourd'hui qu'il y a des problèmes avec les fans, que ce soit les problèmes de popcorn ou... C'est pas d'aujourd'hui. De deux, il est aux Lakers. Les Lakers sont partie des franchises aujourd'hui où si tu veux vraiment vivre comme tu le vois dans les TV shows ou les trucs, c'est l'une des franchises en fait. C'est vraiment où ils sont impactés. Tout le monde s'en fout, Indiana, de ce que tu fais. Ou tout le monde s'en fout à Washington de ce que tu fais. Quand je vais aux Knicks, tout le monde s'en fout pas. D'un coup, tout le monde veut aller au match. J'ai des amis, j'ai des cousins qui viennent de partout. Et du coup, chacun de tes mouvements est pisté, tu vois. Et aujourd'hui, c'est la situation. Maintenant, c'est vrai que je sais un peu ce qui se passe et le narratif, même aux États-Unis, c'est pas...
Ils ne mettent pas en avant, parce que tout le monde le détruit, hein, que tous les médias, tu vas dans n'importe que ce soit ESPN, tout le monde le détruit, tu vois, et c'est vrai que c'est pas... Les fans, ils ont tendance à suivre ça, en fait. C'est comme ça que c'est comme ça. Je le vois quand moi, je vais pas en équipe de France en 2013 et je me prends une vague, tu vois. C'est comme ça, en fait. Et à ce moment-là, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, parce que ça vient de partout, en fait. Tu vois, ça vient vraiment de partout. Bon, lui, ça doit être 100 fois pire par rapport à qui il est. Et C'est sûr que de toute façon, c'est un joueur qui déclenche des sentiments d'affection disproportionnés ou de haine disproportionnée. Ouais. Moi, quand j'entends ça brut, je me dis, waouh, c'est chaud. C'est vrai que quand tu mets les gamins en avant avec ta femme et qu'il te raconte qu'à l'école, le petit, il vit mal parce que le surnom Westbrick, il se fait appeler Westbrick et qu'il il met en avant son... Maintenant, moi, quand je veux en aucun cas minimiser sa archi-importance que les cinglés qui envoient des menaces de mort et tout. Je condamne. Par contre, il y a aussi des gens qui le critiquent et qui ont raison de le critiquer. Alors, je parle de la critique sport, faut pas que ça dépasse. Mais aujourd'hui, aux Lakers, ça se passe très mal sur le terrain, ça se passe très mal avec les journalistes. Il est odieux avec la presse. Depuis des années, hein. Depuis des années, c'est parce qu'il est aux Lakers qu'on le voit maintenant. Vous voyez déjà il est odieux avec la presse locale. Et hier soir, on a appelé des amis qui bossent là-bas sur place et qui ont clairement dit, mais nous, ce gars-là, en fait, on le déteste, tu vois, il est infect. Je pense que par son attitude aussi, a toujours bombé le... Mais t'as raison, les gens t'ont kiffé pour ça, t'as été MVP pour ça, on t'a payé des millions pour ça, et c'est mérité. Mais dans ce métier-là, qui est le plus beau métier du monde, il y a un peu, quelque part, des à côté un peu sombres. Les voici. Et je pense, s'il lui dit ça, qu'est-ce que doit dire LeBron James ? Et tu vois, j'ai l'impression aujourd'hui, quand je le vois sur le terrain, qu'il est un peu perdu, que là-haut, il est vraiment, il est en train de tout mélanger entre le mur sportif qu'il est en train de manger cette année, parce que ça va mal aux Lakers et qu'il est clairement loin de ses standards. L'à côté où il doit avoir quand même sa femme et ses gosses à la salle. Nous, on nous a raconté que quand il touche la balle dans le corner, au Staples Center, au crypto.com maintenant au center, les gens disent don't shoot. Ça va encore. Non mais même rien que ça, t'es Russell Westbrook. Il n'y a pas d'insulte. T'es MVP. T'as été un MVP, t'as fait des saisons en triple double, t'as écrit l'histoire, tu touches la balle et il y a des mecs qui disent surtout ne tire pas. Est-ce que tu imagines la descente aux enfers que vit ce mec-là ? Déjà, ça fout le seum quand tu vas en street et que le gars il défend à 2 mètres, t'as envie de le sanctionner. Alors quand t'es professionnel. Parce que je suis cramé, gros, sur toi. Mais, mais t'imagines, moi je pense que tout est en train de se mélanger avec Russell Westbrook et que cette sortie-là, oui. Ah mais du coup, t'as raison. Non mais moi, encore une fois, la raison pourquoi je ne peux pas... Je condamne, c'est vrai, c'est relou. Quand les gens viennent à toi te parler, c'est relou en fait, c'est qu'un sport. Ça reste un sport. Tu vois, ça, hier, c'est ce que je me suis dit, j'ai quand même pleuré toute la nuit. D'accord, mais malheureusement, c'est important, quoi. Ça reste un sport, tu vois, je veux dire. Et c'est vrai que les fans sont fans, tu vois, mais il cherche, il est dans la polémique. C'est un mec qui s'habille, il cherche ça, il cherche cette attention. Maintenant qu'elle est mauvaise, il se plaint. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu la cherches, l'attention. Tu la cherches en continu. Genre, si Westbrook veut pas qu'on parle de lui, je te garantis que tu vas pas entendre parler de lui à part sur le terrain. Mais il vient, il s'habille, il fait exprès, il s'habille d'une façon, Donc, c'est quelqu'un qui cherche l'attention, tu vois, en continu. C'est ce que je vois, en fait. Et je me dis, aujourd'hui, ça se passe pas bien. Bah, il pleure. Le problème de ça, c'est que quand on va là-dessus, c'est qu'à partir du moment où il emploie le mot « mes enfants, menace de mort », bah, tu peux plus en débattre. Et nous, on prend le risque quand même de le faire parce que... C'est même pas un débat, mais c'est juste... c'est pas un débat. C'est arrêter juste de discuter de ça. C'est juste discuter de ça, mais moi, j'ai rarement vu une superstar de la NBA, ancien MVP, vivre une saison comme est en train de vivre sur les Bulls. J'ai l'impression que je te dis que ça, c'est psychologiquement, il est éteint. Ouais. Et lui qui a toujours quand même affronté tout contre vents et marées, qui a toujours été sûr de sa manière de faire, sa vision à lui très personnelle, mais au moins il y croyait, il allait au bout. Là, j'ai l'impression que je vois un mec éteint et c'est assez surprenant. C'est surprenant. On peut reprendre, s'il te plaît, Tom, et ça m'amènera une question, Kevin. Thierry Henry a donné une interview à l'équipe pour parler justement de la santé mentale. En ce moment, on en parle beaucoup, et tant mieux, parce que c'est un vrai sujet. Thierry Henry a dit « Pleurer, c'était impossible. Tu ne pouvais pas montrer tes faiblesses. Il y a des émotions qui sont dures à contrôler. » Mais il a toujours ce rapport à l'argent, et ça finit souvent dans l'opinion publique par « Il ne manquerait pas qu'il se plaide celui-là. » Mais l'émotion, ça touche tout le monde.
Je te pose une question, c'est que bon, t'as été joueur NBA, t'es blindé, Kevin. Mais on le dit parfois quand Nico est là aussi. Nous, de notre point de vue, qui sommes des gens tout à fait normaux, qui gagnons normalement nos vies, et on a la chance parce qu'on fait déjà ce qu'on aime. Quand on rentre dans cette strate de notoriété, d'argent, de facilité de vie, parce que tout ce qui en découle, les conséquences, bah, elles sont toutes hyper positives sur le truc. Comment tu considères toi justement le fait d'avoir de vraies faiblesses, est-ce que tu en as eu toi dans ta carrière, et comment tu réagissais aux critiques, parce que je sais que tu as aussi eu des critiques. Bah, c'est vrai. Bah, t'arrives déjà avec... Après, moi, j'ai une expérience totalement différente parce que j'arrive en tant qu'Européen. Tu vois, être américain, je pense qu'être américain, être européen, c'est totalement différent. Et je trouve qu'à l'époque, ils étaient plus durs encore avec les Européens. T'avais le droit, tu vois, t'avais moins le droit à... Et c'est vrai que cette émotion-là, elle a toujours été... tu sais, l'une des premières fois, je m'embrouille avec Andy Whitman. Donc, je me prends la tête parce que je jouais pas et ça me gavait. Donc, du coup, à l'entraînement, on se prend la tête, ça gueule, ça monte, il me dégage, tu vois, et je vais dans le vestiaire. Et je pouvais pas m'en empêcher. Je me mets, tu vois, à pleurer, tu vois. Et le JM arrive, tu vois, et il met une serviette sur ma tête, tu vois. Tu vois, et j'ai pensé à ce truc-là et je me dis, tu vois, c'est un moment fort. C'est un des rares moments où, tu vois, il me voit pleurer, où je pleure, tu vois. Ça m'a beaucoup arrivé de pleurer quand tu joues pas ou des trucs, parce que ça t'impacte. T'aimes ce que tu fais, tu vois. Et c'est sûr que c'est toujours dur d'entendre quelqu'un dire, ah, t'es pas bon dans ce que tu fais. Ah, t'es si. T'imagines ouais, t'imagines le plombier, il vient chez toi et tu dis, ah, mais vous réparez les tuyaux comme, c'est quoi ça? Et tu passes 1 heure à lui dire ça. Ah, le mec, bien sûr qu'il va partir, il sera pas bien. Tu vois, bien sûr qu'il va se dire. Et c'est la même chose. Quand t'es passionné par ton truc, c'est le plus dur, c'est d'entendre, tu vois, les gens. Alors que toi, tu sais que t'es bon. Au fur et à mesure, tu construis quelque chose. Tu construis une carapace où t'arrives vraiment à te retrouver. Mais c'est vrai qu'au début, c'est dur. Moi, quand je vais pas en équipe de France et que je me fais lâcher dans tous les sens parce que je suis pas allé en équipe de France, parce que j'ai accepté les conditions de mon équipe à l'époque de rester m'entraîner, voici les conditions. J'en parle pas de... Je suis à Hawaï pendant 6 mois et je me la coule douce, tu vois. Je suis en train de bosser pour essayer d'être meilleur. Et quand on te critique ou quand on te truc par ça, bien sûr que ça t'impacte. Tu vois, bien sûr. Je suis passé, j'ai pas eu, bon, la chance ou... Ça dépend des points de vue, tu vois, chance ou malchance. Je suis passé par une dépression, tu vois. Et c'est sûr que oui, s'il y a des choses qui aident pas, tu vois, mais au fur et à mesure, tu construis. C'est vrai que sa position à lui, elle est difficile. Elle est pas... Elle est terrible. Elle est terrible, bien sûr. Aujourd'hui, elle n'est pas difficile. Elle est terrible. Tu vois, elle est difficile Et je sais que Los Angeles, c'est comme New York. C'est une des villes où les gens, ils sont vrais, où ils sont, tu vois, ils sont fans, c'est hardcore. Et c'est leur façon à eux d'être hardcore aux États-Unis. Parce qu'en Serbie, ils sont d'autres façons. Tu vois, je veux dire, tu vois, tout le monde, mais c'est leur façon à eux d'être hardcore, tu vois. Mais je pars toujours du principe, pour sa situation à lui, je pars toujours du principe où qu'est-ce que le joueur de base veut. Par exemple, un gars comme Léonard, il cherche pas d'attention. Il n'est pas dans le public, rien. Et quand, à chaque fois, je vois une petite info ou un truc qui sort sur lui, sur ses enfants, un truc, ça me fait chier. Parce que je sais que le mec de base ne cherche pas l'attention. Donc du coup, c'est forcément une violation de sa vie privée. Lui, il est dans ça. Il est dans la presse people, Westbrook, ouais. il est dans le show-off. C'est juste qu'aujourd'hui, ça s'est tourné du mauvais côté, en fait. Là, c'est pas bon. Là, c'est relou et il est aux Lakers. Il joue à côté de LeBron James. Qu'est-ce que tu penses de la sortie qu'il fait comme ça, de l'afficher comme ça en conférence de presse? Tu penses qu'il fait bien de le dire? Je pense que c'est une bonne chose. Ou qui plutôt il devrait ne pas le dire et... Non, moi je pense que c'est une bonne chose parce que les gens ont souvent tendance à croire que les sportifs n'ont pas de sentiments, n'ont pas de vie. Ah mais après, on est dans le sentiment de jalousie des gens qui regardent. C'est-à-dire t'es millionnaire, t'as tout ce que tu veux, donc t'as pas le droit de te plaindre. C'est ce que dit Thierry. Sauf que c'est une réalité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Les gens, beaucoup d'entre eux, tu vois, pensent comme ça. Tu devrais pas te plaindre, quelle que soit ta position. C'est pas vrai. Moi, je sais que quand je joue pas et que je suis malheureux parce que je joue pas, t'as le droit de te plaindre. Je me plains pas, mais je suis vraiment mal en fait, parce que tu t'entraînes, depuis que j'ai 14 ans, je suis dans le système. Et tu fais des choses pour arriver à un stade, c'est comme vous, ça fait un moment, ça fait 10 ans que vous êtes dans le truc, ça fait 10 ans déjà qu'on se fréquente, vous êtes dans le truc à monter au fur et à mesure, et pour quelle que soit la raison, First Team ne peut pas
exister. C'est frustrant. Parce que du coup, ça fait, Dommage, ouais. ça fait un moment que tu construis ton truc. Et c'est un peu pareil quand tu es là et tu bosses. Tu vois, moi, j'ai eu un retard incroyable. J'ai dû bosser 2 fois plus. Et tu arrives et c'est l'un des trucs au bout d'un moment ça te prenait parce que tu dis, en fait, c'est comme si tu es dans une voiture à 200 km/h et c'est pas moi qui conduis, en fait. Et si le coach, lui, a un problème, s'il y a un truc, tu vois, bon, après, on part sur le sujet. Mais si au fur et à mesure, c'est lui qui décide pour toi, c'est lui qui fait ci pour toi. Tu vois, je veux dire, et c'est vrai que moi, c'est des choses, tu vois, je veux dire, c'était vraiment dur. Tu vois, t'as des gens au fur et à mesure. Maintenant, je bosse avec quelqu'un mentalement. Mais mode. Non, mais c'est vrai. Ce non, que mais- j'allais te demander, c'est que là, Thierry Henry dit ça, alors que c'était une forte tête, tu vois, Ah ouais, lui. énormément de charisme et ainsi de suite. On lui a d'ailleurs reproché parfois. On en parle souvent avec nos potes en général, sportifs pro. Est-ce que toi, tu penses qu'il y a vraiment des lacunes pour protéger les sportifs tu vois, quand ils sont jeunes, enfin quand vous êtes adolescent Mais même ou en ce jeune, moment, Thomas, moi j'ai l'impression que Russell Westbrook, clairement là, il est abandonné Ouais, dans ce non, qu'il est mais- en train de traverser. Ouais, t'as raison, mais je pense vraiment, j'ai la sensation quand tu dis ça qu'en Mais- fait tous les sportifs Mais tout passent ça par, peut-être pas de la dépression, mais en tout cas des vrais des épisodes de déprime. Ben, c'est sûr, parce que c'est plus loin que ça. Je pense que c'est dans l'éducation. Quand tu fais du basket, t'as un coach basket. C'est normal. T'as un coach préparation physique. C'est tout. T'es censé avoir... C'est un triangle. T'es censé avoir un coach mental. Au bout d'un moment, ça s'apprend. Un CEO, les gens qui sont en haut, être président, ça s'apprend. Ouais. Trump, pourquoi il est critiqué? Parce que il n'a pas appris. Il s'est juste balancé. brut, il est brut. C'est passé. Tu vois, je veux dire, c'est passé. Tu vois, et on aurait pu... Mais c'est ça, en fait, ça s'apprend. Il y a des choses, il y a une gestion, au fur et à mesure, tu es censé apprendre à... Même, et les mecs qui sont bons, Kylian Mbappé, de ces gars-là, je sais que depuis le plus jeune âge, ils sont suivis. Mais la boucle, elle se ferme pas totalement. Et dans beaucoup d'équipes, elle ne se ferme pas totalement. Le premier coach à m'avoir emmené ça, et la première personne à nous avoir emmené cette philosophie, c'était Phil Jackson. Tu vois? Et à l'époque, vu que ça se fait pas, je sais que beaucoup de gars le prenaient pas au sérieux, tu vois. Alors qu'en vérité, c'est important. C'est important de savoir gérer ces trucs, de savoir gérer les trucs, de mettre en place des ancrages, des choses qui peuvent te permettre de performer. Tu vois, et les gars comme Kobe, ça m'étonnerait pas de ça que c'était suivi. Une mentalité comme ça son truc de chien, ça se travaille, ça se cultive. C'est pas juste tu l'as là et tu fais rien. C'est comme ton corps. Tu peux pas juste rester chez toi, tu vas prendre du poids. C'est la même chose en fait. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il manque et qu'il faut rajouter au fur et à mesure dans le sport. C'est un coach pour les sportifs. Et tu vois que ça commence à venir de plus en plus et ça commence à sortir de plus en plus, que ce soit Damon Green, Kevin Love, beaucoup de joueurs, DeRozan. beaucoup de joueurs commencent à en parler parce que c'est vrai, t'as tendance, pour moi les basketteurs d'aujourd'hui c'est les gladiateurs de hier. Et c'était énorme. L'adrénaline, les montées, les C'est ça, descentes. tu vois. En fait, c'est pas des vies linéaires, c'est des vies de très haut. Et de très bas. Et de très C'est bas. ça, tu vois. Et de très bas. Et en Europe, la mentalité est encore pire. Je veux pour Duško Ivanovic où les mecs, si l'os ne sort pas de ton truc, t'es pas blessé. Tu joues, c'est comme ça. Et tu vois, donc au fur et à mesure, beaucoup d'entre eux, tu rentres dans le truc et tu perds. Tu perds ton petit plaisir, tu perds ton truc à kiffer à jouer le basket. Et c'est ce qui arrive à beaucoup de mecs. Et c'est malheureux, tu vois, parce qu'en vérité, c'est pas censé te détruire. C'est quelque chose quand c'est là, t'apprends des valeurs. Moi, j'ai appris beaucoup de choses du basket. Ma façon d'être, tout. Je suis content. J'ai vu beaucoup de pays. J'ai eu plus de 1000 coéquipiers au moins. Je me dis, c'est une chance incroyable, tu vois, de rencontrer autant de gens. Combien de gens peuvent se vanter d'avoir une vie riche? Que ce soit riche au sens propre, riche Ça, on a en compris, voyage, les tu vois, tout. Non, mais combien de gens peuvent tu vois, je veux dire, et faut pas que tout ça enlève le truc, tu vois. On est un peu parti du sujet, mais Non, c'est très Non, Ouais. mais c'est on a digressé un petit peu, c'est vrai qu'on partait de Russell Westbrook, mais ta question était archi intéressante sur le mental, parce qu'aujourd'hui, on en a... Exactement ce dont on est en train de parler là. Exactement. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, Russell Westbrook, mentalement, Ouais. il y est plus, et qu'il est tout seul, et qu'il est complètement abandonné pour gérer ça. Et ça, quelque part, les sportifs de haut niveau, faut les protéger, parce que, oui, la vie est belle, Ouais, bien oui, ils sûr, ont du bien sûr, mais pognon, c'est mais vrai, à un moment donné, c'est sûr, quand c'est dans ta sûr. tête ça va pas, t'as beau C'est être sûr. multimillionnaire, quand ça va pas dans La- ta tête et que t'es seul, c'est pas simple. la ligue, il faut qu'il soit encore plus dur. Je suis d'accord. Les trucs de popcorn, la ligue, il faut qu'il soit plus dur. Moi, je suis d'accord que... Tu jettes du popcorn, tu Tu vois, Il devrait jamais y avoir d'interaction. Ouais, il en devrait fait, jamais y ouais. avoir en fait. Ça, Ouais. ça devrait jamais être. À aucun moment un joueur devrait arriver. Tu vois, à part si c'est hey yeah un dab Oui, ou un oui, truc. oui, bien sûr. Mais ça devrait jamais arriver à ça en fait. La ligue devrait être. Mais encore une fois, c'est les fans qui payent. Donc évidemment. Ah oui. Le Là, cette année, on Charger- a vu beaucoup de vidéos des fans des Lakers
invectiver Répondre. non mais invectiver les joueurs, ok, mais les joueurs répondent. Ouais. Là, normalement, ça arrive une fois tous les. Bon, là, il y a au moins. On a vu Rondo, LeBron Et DeAndre Jordan aussi. Et DeAndre Jordan aussi Bref. Voilà. Bref, en tout cas, Kevin, c'était archi intéressant Ouais, passionnant. d'avoir ton vécu là-dessus et d'avoir ta vision. Dites-nous dans les commentaires, vous, ce que vous pensez de ça. Évidemment, de toute façon, on le redira jamais assez. Après, menacer des joueurs dans leur vie. Des gens, des gens. Des gens, ou des gens, qui que ce soit. J'ai un de mes potes, un de mes anciens coéquipiers au Barça qui parie. Et je l'ai déjà vu menacer un joueur de foot. Il a envoyé un DM pour me. Ouais, comment ça, tu fais ça, tu le loupes. C'est un joueur pro. Un joueur pro. Ouais, Et attends, écoute. pas son nom. Écoute, non, écoute. Surtout que dans le même match, le joueur en question qui avait loupé l'action, c'est un match de foot américain, c'est lui qui sauve le match. Il renvoie un message pour dire je me suis totalement désolé de le message d'accord. d'avant. Oh, d'accord. Il était dans les mots. Je dis, vous êtes totalement malade. Il est fan lui aussi, quoi. Il était dans l'émotion. Bon, allez, on va finir un petit peu avec une note un petit peu plus gaie, parce que c'est vrai que c'était intéressant, mais assez profond comme discussion. On va aller finir avec le quiz de Tom Servino, où là, on est sûr qu'on va se marrer. Allez, qui dit fin d'émission dit quiz, et qui dit mois de mars dit élimination du PSG. Et oui, c'est mon intro, je suis désolé. Waouh. Elle vient de me venir à l'idée. Écoute, je suis désolé veux- d'arriver comme ça. Désolé à tous les supporters parisiens. Oh, je suis choqué. Tu vas prendre une Mais j'espère, mais on n'insulte pas les sportifs, mais en Tom Servino, allez-y, les gars. On vient de voir un truc sur le mental, ça va me faire du mal. Ah bah ouais, Et alors, je m'en bats les steaks, il est sérieux, lui. Il est Mais fou, comme toi, lui. je crois que je l'aurais cherché. ouais, quelque c'est part. ce que je dis. J'étais plutôt content pour le Well contre Porto. J'espère que vous allez perdre 4-0 dans votre vieux stade de merde, là. Je sais bien. Oh, je rêve. J'ai fait une intro propre où j'ai juste demandé à Thomas s'il avait bien dormi, et toi, normal. tu vas à pieds joints comme Un ça. pied joint. Vraiment, mais. T'es vraiment Un crotte. bras dans la tête, je suis un horrible personnage. Moins Bon, 10% sur son salaire, quand même. Hein. il faut aller vite. Parce que 800 € du coup. l'émission était très bien, mais un peu longue, il faut aller très vite sur le quiz. On a fait Allez. combien de temps, du coup? À peu près 1h20. J'essaie de gagner du temps. 1h. 1h20, ça va. On commence avec des petites photos floutées. On peut y aller direct. Kevin Séraphin, est-ce que tu t'es déjà Arrête de fait... l'appeler Kevin Séraphin, on sait que Excuse-moi, c'est une star. Est-ce que Là, tu t'es ça déjà fait- fait postériser dans ta carrière? Oui. Bah là, il y en a qui se sont Ça, fait c'est- bien pire. Perkins. Perkins, bravo. Perkins. Faut trouver les gars qui se font postériser. Erwan a compris, il allait très vite. Cela joue, apparemment. Kirilenko. Kirilenko, bravo. Bonne main dans la gueule. Putain. Chris Anderson. Birdman. Vous avez su, c'est ici. Chris Anderson, les mecs, ils donnent des surnoms, quoi. Ah, on a battu son nom. Moi, je dis Chris Anderson en Il y a eu- premier, il dit Il y Birdman. a eu un NBA, une édition spéciale surnom où tous Ouais, les mecs bah- avaient leur surnom. C'est vrai, et alors Allez, on peut enchaîner. Dwight. 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 Je vais vous bravo. démonter Dwight, maintenant, bah c'est oui. bon. On m'a saoulé. Dragic. Dragic, bravo. Quel dunk. Oh, Varejao, Varejao. oh, oh, oh. Putain, non, je sais pas, je T'as regarde. bien caché la Main dans pro. la trou. Jimmy Butler. Et Non. Darius Thomas. Cartwright. Ah, mais non, pas du Cartwright tout. et Jordan. Eh, mais gros, j'ai- Cartwright et Horace Grant. Horace Grant. Eh, je regardais les maillots, j'ai même pas regardé le dunk. Aucune idée. Incroyable. Oh, c'est qui ça? Oh, c'est Olajuwon. Oh là, tu vois. Ouais, sur un kick, bravo. Ouais, fallait chercher. hein. Johnson. Ah, après, Ah, j'ai on connaît. Les Oriens. Ça, c'est toi, ça. Il a... C'est Karim Farid. Farid. Farid, quel Farid, Farid. Farid. Incroyable, Thomas. Ah, je me rappelle ça. Allez, plus qu'un. Et le dernier, c'est. Denis Aslem. Non. Attends, LeBron. C'est qui doit. Non, C'est non. qui c'est. Oden. C'est Taj Gibson qui dunk là. Non, non, allez. Ouais. Hein Non. Wade. Ouais, c'est D-Wade. Ah ouais, D-Wade D-Wade. qui se En montre. Jordan, Ah, elle bon, est- Non, Thomas. mais c'est qui dunk C'est Taj Gibson. Oui, Taj. C'est pas le jeu. Non, je sais pas. Ah merde, fallait que j'explique. J'essaie de savoir pour voir là. L'époque. Il est pas Je comprends, mais bon, petite énumération comme Ouais, C'est d'habitude. très bien ça d'ailleurs. hein. Ouais, super idée, tu vois, ça marche toujours C'était ça. super. On a fait un débat sur les meneurs et pivots, hein, qui choisir. Vous allez devoir me dire un peu tous les meneurs et pivots qui ont été soit MVP des finales. Ça fait 28 noms au total. Allez. Ah ouais, Faut que ça aille vite. Allez, vas-y, Kevin. Steve Nash. Bah oui, ça marche. ça. MVP des finales. Hein. Comme un lâche. Les deux. Non. MVP, soit MVP des finales. Ah, soit MVP, soit MVP Ouais. des finales. Steve Nash, très bien. Karim Abdul-Jabbar. Bien sûr. Hakim Olajuwon. Tony Parker. Yeah. Yeah. Magic Johnson. Magic, bien sûr. C'est que meneur là. Ouais. Non, meneur et pivot. Non, Mais ah, d'accord. Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal. Yao Ming. Il n'est pas Hein MVP. MVP, il a jamais été MVP Non. Allez. J'ai tenté. Allez, si tu rebondis vite, ça peut le faire. Olajuwon. On a du Ouais, il il a vient de été le dit. dire. Qui l'a dit Bon, allez, Robinson. vas-y, Erwan, Robinson, et on Robinson. reviendra Robinson. vers Kevin pour l'après. Robinson. Kevin Robinson, bien sûr. Pivot ou meneur de jeu, Isaiah Thomas.
Non, mais les mecs, ils font trop genre, ils cherchent alors qu'ils ont déjà les réponses avant le film. Ça me vénère, ça me vénère. Ça me vénère. C'est pour les bleus. Faut trop. Allez. Il reste des meneurs. Ah, viens. Il reste Attends. des meneurs MVP que tu peux avoir dans l'ère moderne quand même. Bah, Steph. Ah ouais. Ouais, Stephen Curry. Voilà, très bien. Russell Westbrook. Russell Westbrook. Il Russell. Il Russell, bien sûr. Jamais MVP des finales, c'est fou. N'existait pas. Jokic. Jokic. Ouais, c'est bon. Très bien. Attends, j'en avais. Moses Malone. Moses Malone. Qui on n'a pas dit Bill Walton. Oh, le bâtard. Bill l'an Walton, prochain. bravo. Coquin. Allez, il reste encore des MVP meneurs qui n'ont pas été dits après les années 2000. Après les années 2000. Il y a MVP des finales et MVP de la saison. Hein. Ouais. Derrick Rose. Derrick Rose, D'accord, Chauncey Billups. Chauncey Billups. Ils ont dit des trucs, ils ont donné des indices, mais je pensais pas du tout à ça. Je teste plutôt sur autre chose, et du coup, ça me met dans la merde. Un MVP qui a jamais été champion, NBA, mais qui est allé en finale. Ouais, mais je sais, il jouait pas meneur, donc c'est relou ton histoire. Ouais, Je sais, mais il est considéré. Vas-y. On prend Iverson. C'est lui que tu voulais prendre. Ok. Donc Moi, on je peut, pense que- on peut prendre un autre gars du coup si on prend Iverson. Ah, c'est à moi de trouver. Ouais. C'est à moi de trouver l'autre gars. Moi, c'est bon, je sais plus. On prend Iverson, ok, bon. L'autre gars, là. Ah, si, je sais de qui il parle. C'est One Charge, c'est que j'ai pas. C'est bon. Il me reste 5 pivots et 5 meneurs qui ont été soit 5 MVP, pivots, 5 meneurs. ouais, soit 5 MVP. pivots Ah ouais. Pivot et 5 meneurs. Ouais. Soit MVP, soit MVP des finales. Il reste 12 ans là-bas. Bon, pour le bon. Allez, Pivot. 5. MVP, hein, ça te dit. un pivot qui était ultra dominant quand même. Ah ben Will Chamberlain. Wilton Chamberlain. Ah, Erwan. Chamberlain, pas mal. Par où je peux aller chercher? On a dit ça, on est dans ces Je crois années-là. qu'on a un de On n'a pas dit Magic, hein? Si, On je l'a l'ai dit, Magic, si, au je tout l'ai début. dit. Ah, ma bad. Un petit dernier. J'ai Bob Cousy. Bob Cousy. Ouais, Bob Cousy, Il y ouais. avait Oscar Robertson qui était MVP. Ah ouais. James Harden qu'on pouvait compter. Ouais, comme bien meneur. sûr. bien sûr. C'est un meneur, Willis mais- Reed Non, attends. Ouais. Ouais, et vraiment meneur. Dave Quand Cohen. il est MVP. Hein. Dave Cohen. Ouais. ok. Et voilà. Et Wes Super. Unseld. Watson. Ah ouais, Pas c'est mal. seul, je suis naze, je peux pas le Allez, on part sur le qui suis-je. Allez, on Allez. croit. Allez, Kevin. Je nais le 8 novembre 1975. Je dans le pose New vraiment la Jersey. question qui suis-je à ce moment-là. J'ai donc 46 ans. Écoute, Je fais mon lycée dans le même coin avant de rejoindre la fac de Stanford. J'ai fait un cursus complet là-bas de 93 à 97. Malgré ma petite taille par rapport aux autres universitaires, je parviens quand même à faire des stats. 16 points de moyenne lors de la saison senior, avec 7,8 passes et 2,8 interceptions par match. D'ailleurs, je serai sélectionné 3 fois dans le All Pac-12 First Team. ça n'a rien à voir avec nous. Hein. Je me présente à la draft 97, année de naissance de Tom Calavine. Enfin bon. Avec mes bonnes stats, je suis annoncé au premier tour et je sortirai lors du 16e pick. Je débarque à Cleveland. Drew Miller. Terrell Brandon. Aucun des deux. Putain Si, Bob Sura. pas du tout. On va arrêter ça, d'accord. Pardon. Si beaucoup doivent prouver pour gagner leur place lors de leur première saison dans la Grande Ligue, ça ne sera pas mon cas. Dans une équipe des Cavs où Terrell Brandon vient de partir pour amener André Miller. Brevin Knight. Brevon Knight, bravo. Bravo. Brevon Knight. Allez Bravo, Ça fait longtemps que j'avais pas pris un bon comme Eh ça. oui, Allez Et c'est très bien pour l'émission, fallait que ce soit court, c'est parfait. Bravo, Ah, bravo. ça célèbre plus que la semaine dernière pour Ah, moi. bah, Merci, hein. Vraiment ma journée, merci. Hein. C'est vrai qu'hier soir j'ai célébré une défaite, là je célèbre une victoire. C'est vrai. Écoute, Ça change hein, pour tous les autres clubs parisiens. Je sais que vous avez l'habitude de célébrer les autres défaites. Et Allez, on va pas aller sur ce terrain. Hein. C'est beaucoup trop- Sinon, le FC Procuration pourrait rentrer sur le plateau. c'est- Oui, c'est je... beaucoup trop tôt pour que tu puisses, C'est vrai. avoir des arguments. Voilà, on remercie Polo, Jérémy en régie. Merci Kevin, merci Thomas. On se retrouve lundi pour la les Ligue gars. Bretagne et on parlera du Miami Heat. Promis, vous nous envoyez beaucoup de messages pour qu'on parle du Heat et vous avez raison, lundi dans la Libre Antenne, on parlera du Heat entre autres. Allez, on se retrouve lundi. N'oubliez pas les maillots Evan Fournier et dimanche la vidéo de Tony Parker, l'interview. C'est quand tu m'invites en libre antenne. Tu veux venir lundi? Pas lundi. Ah ouais, frère, il Faut qu'on le fasse avec Dieu, faut qu'on le fasse avec Faut qu'on ton le fasse avec Yann. Yann. On va proposer à Yann dans Bah la oui, semaine. non, On va bah discuter oui, ça ouais, entre vas-y. nous, on se retrouve lundi. J'aimerais bien. Donc sans Kevin J'aime bien. Séraphin parce qu'il peut pas, mais il faut qu'il revienne dans la radio. C'est avec Vas-y. lui la Libre Antenne. Vas-y. Ciao l'équipe, quelle belle émission ce fut.